Salut, c'est le Alexis Roux du montage qui vous parle, juste pour vous dire que malheureusement dans l'épisode d'aujourd'hui il y a eu un petit bug d'enregistrement, le micro d'Arthur n'a pas rec pendant environ 20 minutes, les 20 premières minutes en l'occurrence, donc ne vous étonnez pas, si vous n'entendez pas Arthur en coup vous l'entendez de très loin, c'est normal, c'est parce que son micro a bugué, rassurez-vous, ça revient très vite à la normale. Voilà, des bisous et bonne écoute. Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, et c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma? Nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors je sais pas si vous est arrivé la même chose les amis, mais moi j'ai fait un rêve genre vraiment hyper bizarre. J'ai rêvé qu'on était tous ensemble à une sorte d'immense fête ou de célébration, je sais pas trop, il y avait des stars de cinéma partout, c'était dingue. Les meilleurs films, et genre les meilleurs films du monde étaient projetés. C'était vraiment le futur du cinéma, et pourtant il y avait une ambiance hyper rétro et réac même en fait, genre avec des acteurs accusés de violence conjugale ou des réalisatrices toxiques qui signaient des autographes et tout, enfin c'était fou. Heureusement à la fin, toutes les vilaines personnes repartaient bredouilles et la bonne fée Triet mettait un grand coup de stiletto dans les parties du chef de l'État. Et puis je me suis réveillé, j'étais hyper crevé, mais c'était bien quand même, hein. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que tout était réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis! Salut! Vous avez eu ce genre de rêve un peu conscient, bizarre là? Ouais, on a eu ce genre de rêve, ouais. Ah, donc, c'est absolument. ça, hein. Absolument, et puis c'est bien que ça apparaisse comme ça, sous la forme de rêve, ça nous aide tous c'est inspirant, à avancer. Si, parce qu'en fait, j'arrivais jamais à sortir, j'avais un truc qui me faisait mal au poignet, enfin, il y avait un truc. Mais bon, c'était quand même merveilleux. Oh là là, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on s'est pas vu, alors qu'en fait, c'était... Alors non, pas Simon, parce que Simon, il y a des années, je l'avais déjà dit, il m'a donné un slip sale, mais je me sers de doudou. D'ailleurs, il faudrait que tu m'en redonnes un, parce qu'il sent plus assez fort, celui-là. Bah attends, y a pas de problème. Après l'enregistrement les gars, après l'enregistrement s'il vous plaît. Vous avez Restons professionnels. Vous avez fait quoi de Sophie? Elle est où? Sophie! Sophie n'est pas avec nous ce soir malheureusement. Sophie est très occupée en ce moment. Mais elle est malgré tout avec notre esprit. Bon, allez, là, elle les n'est pas morte non plus. Pour lever toute ambiguïté, elle est bien vivante. Allez, les feignasses au boulot, on a un programme de rattrapage colossal et on en a une énorme envie. Au programme de ces dernières semaines, les grosses voitures qui font vroom, vroom, les gros robots qui font et la femme poisson qui fait et partir là-bas. Je connais, enfin, bon bref. Et le con de vampire qui fait par ici, mon serviteur. Et la liste n'est encore pas tout à fait complète. Mais on commence par le retour que vous attendez toutes et tous, comme chaque année, les curés, le salon de la poussette. L'araignée qui fait tanana, tanana, Ça fait un paquet de décennies qu'elle fait plus ça. Hein. Ouais, bah écoutez, moi à l'époque elle faisait ça, on disait... oui, bon bref. C'était la semaine dernière la sortie tant attendue du deuxième volet de la trilogie animée Spider-Verse. Après Into the Spider-Verse, voici Across the Spider-Verse. En attendant, Beyond the Spider-Verse, la suite des aventures de Miles Morales dans le multivers arachnéen, parce que, contrairement à ce que vous croyez naïf que vous êtes, le multivers n'a pas du tout été sauvé à l'issue du premier épisode. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce qui était prévu. T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man. Spider-Man Across the Spider-Verse de Joaquim Dos Santos, Kem Powers et Justin Thompson. C'est un film qui était très très attendu, notamment parce que le premier était plus ou moins Arthur, globalement ce qui se fait de mieux dans l'univers des super-héros depuis 15 ou 20 ans. Oh, sans l'ombre d'un doute, c'est pour moi vraiment un chef-d'œuvre, voire même une petite révolution. Je dis petite parce que révolution, c'est un terme très fort. Il faut quand même préciser, effectivement, ton rêve, Nico, a duré quelques jours. Hein. Et pendant ces quelques jours, il y a commencé à avoir un vent d'enthousiasme, une hype, comme disent les jeunes, sur Internet, et nous expliquant que le 2 serait mieux que le 1. Ce qui est fou, parce que Spider-Man Into the Spider-Verse, ou New Generation en français,
a été vraiment quelque chose qui a pas cartonné au box-office, mais qui a chamboulé la vision qu'on avait de ce que peut être un film de super-héros. Il faut savoir que ce n'est pas un film qui fait partie de l'univers du Marvel Cinematic Universe, donc de Disney. C'est un film en association avec Marvel, parce que Sony a les droits d'exploitation de Spider-Man, étant le seul studio à avoir refusé d'être racheté par Disney. Disney détient tout sauf Spider-Man, et donc Sony peut les exploiter à côté et faire d'autres choses. Ça nous donne des Venom, et ça nous donne Into the Spider-Verse, qui est brillant. Ce qui est intéressant, c'est que nous, ça fait, au moment où il sort en 2018, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on se mange du Iron Man, Thor, Captain America, etc. Là arrive un film qui dit, on peut faire ça, mais en animation. Or, l'animation, le propre de l'animation, c'est qu'on peut toujours aller plus loin en termes d'idées visuelles, en termes de mise en scène, en termes de ce qu'on peut faire avec la caméra. On peut toujours aller plus loin. Ça nous permet aussi de prendre des risques. Et je considère que le premier est un risque dans le sens où, outre tout le style visuel complètement dingue qui va se rapprocher des comics, qui va essayer de changer de style en fonction des personnages, on va prendre un personnage principal, Spider-Man, le personnage le plus connu du monde, avec un alias que personne ne connaît, qui est celui de Miles Morales, personnage inventé dans les comics en 2011, qui n'est pas Peter Parker, qui est un fils d'une portoricaine et d'un afro-américain, qui est donc un personnage métis, avec un métissage culturel différent. On en reparlera plus tard, j'en reparlerai notamment un personnage qui a été boudé par beaucoup de fans à l'époque, et donc là c'est un risque que fait Sony en disant je vais prendre un personnage que tout le monde connaît via le prisme d'un ado afro-américain et on va le balancer dans un truc qu'à l'époque Disney et Marvel n'ont pas encore exploré, c'est le multiverse. Le multiverse, ça viendra en gros à partir des deux derniers Avengers, Infinity War Endgame 2018-2019. Mais donc là, on arrive à un moment où... Très légèrement. Hein, oui, Endgame frontalement, mais voilà, 2019. Là, donc le pari, c'est de se dire, je vais prendre ce personnage que tout le monde connaît, mais sous un personnage que personne ne connaît, dans un univers complexe. C'est compliqué à expliquer le multiverse, et le film le fait extrêmement bien. Et en plus, avec une masse triade d'animation et de DA visuel. C'était exceptionnel. Et donc la question qu'on se posait en voyant tout ce petit monde internet simulé sur la suite, est-ce que le 2 peut vraiment être mieux que le 1 ? Et bien spoiler, pour moi oui. Alors on fait un tour de table, Alexis. Pour resituer un petit peu, moi, il y a un truc qui me séduit dans la genèse de ce deuxième volet de la franchise animée Spider-Man, c'est qu'ils ont fait un truc que personnellement j'avais pas vu au cinéma, en tout cas pas assumé à ce point-là depuis les Retours vers le futur. C'est-à-dire qu'on a eu un premier film qui évidemment laissait la porte ouverte à quantité de suites s'il voulait, mais qui était un film fini. C'est-à-dire que si le film avait été un bide au box-office, ok, bon bah il y a pas de suite, mais c'est pas grave, on a un film qui tient la route de A à Z. Exactement, un vrai récit clos qui tient très bien tout seul. Et qui tient très très bien tout seul. Sauf qu'évidemment, le film a été un carton important, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voulu lancer une suite. Je sais pas si c'était leur désir à eux, les créateurs, ou si c'est les studios qui ont un peu poussé le trait, mais au lieu de faire une suite, ils ont décidé d'emblée d'en faire 2, puisque, et c'est pas un spoil parce que ça n'a rien à voir avec l'intrigue générale, à la fin du deuxième film, il y a un carton de texte qui nous dit Spider-Man reviendra dans Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Qui dit même To Be Continued. Exactement. Comme dans la série des comics à l'ancienne. Exactement. Ils ont assumé le truc jusqu'au bout, dans une veine un petit peu old school, parce que c'est un truc qu'on a perdu mine de rien, ou en tout cas qui s'est un petit peu galvaudé avec les séquences post-génériques de Marvel qui se veulent être un teasing pour des suites et qui sont juste du fanservice la plupart du temps. Là c'est pas le cas, on a juste un joli carton de texte et voilà, ciao, bonsoir quoi. Et puis on se rend compte à 10 minutes de la fin du film que ça va pas conclure. Exactement. Il y a un moment donné on a ah bon d'accord. Donc, exactement. Là je commence à me dire que c'est pas la fin. C'est là qu'est un peu mon problème, parce que prenons l'exemple de Retour vers le futur 2 parce que c'est l'exemple un peu canonique sur cette question-là. Retour vers le futur 2 se termine sur un énorme cliffhanger. Doc Brown, le Doc Brown de 1985 a été renvoyé 100 ans plus tôt à l'époque du Far West. Marty ne sait pas comment le rattraper, donc il va retrouver le Doc Brown de 1955 pour lui demander de l'aider à retrouver son avatar de 85. Fin du film, et puis il y a une espèce de micro-bande-annonce de Retour vers le futur 3 qui avait déjà été tournée à l'époque. Sauf que ça, c'est le petit cliffhanger pour amorcer la suite. Mais l'intrigue de Retour vers le futur 2, qui tourne autour de il faut récupérer la manade des sports et le brûler pour que Biff Tannen ne devienne pas un homme hyper riche et hyper puissant, ça, c'est réglé à la fin du deuxième film. C'est terminé. Donc en fait, même si on sait qu'il y a le 3 qui arrive derrière, le 2 est une histoire fermée, c'est une histoire réglée. Et surtout, il dure de mémoire à peu près 2 heures. Là, on a un film de 2h20, c'est quand même pas mal 2h20, hein. C'est un gros morceau. Tu me l'apprends parce que je les ai vraiment pas vu passer pour le coup. Vraiment pas du tout. Personnellement, un peu, mais comparé à Ant-Man 3 qui fait je crois une demi-heure de moins, comparé à la Marvel classique qui est insupportable. Sûr, c'est pas comparable. Mais ce que je veux dire, c'est que le film dure quand même 2h20, faut les remplir ces 2h20, et à la fin du film, non seulement on a le cliffhanger qui nous dit il y en aura un troisième, mais surtout, les enjeux du deuxième
n'ont pas été réglés. Et ça me pose problème. Parce que on a beaucoup défendu, et moi le premier film, Spider-Man Into the Spider-Verse, comme étant, entre guillemets, l'antidote aux Marveleries, et je suis complètement d'accord là-dessus. C'est un film qui était hyper exigeant techniquement, hyper exigeant artistiquement, qui proposait plein de trucs nouveaux et qui avait un récit hyper complexe, hyper engageant pour le spectateur. C'était un grand moment de cinéma populaire en ce qui me concerne. Là, j'ai l'impression d'être face à un épisode filler de série télé. Donc pour moi, il y a eu une régression là-dessus. On a remis un pied du côté de la sérialisation Made in Marvel et ça me pose un peu problème quand même. Simon. Alors moi j'arrivais aussi avec beaucoup d'attentes et beaucoup de questions sur ce nouvel épisode parce que il faut rappeler que le précédent, donc qui s'appelle New Generation en France, n'avait pas été un grand succès, ni en France ni à l'international. Il avait rencontré un succès d'estime, il avait eu des très fort, hein. Je veux dire, tout le monde avait crié en disant c'est ce qu'on peut faire de tous ceux qui l'ont vu, et moi y compris, l'ont trouvé brillantissime, mais on n'était pas très nombreux à l'avoir vu. Il faut quand même s'en rappeler. Le film n'a pas été un succès. Et donc il y a un truc très intéressant, c'est que néanmoins, au fil des années, depuis 2017 ou 2018, son bouche à oreille a été conséquent et continue. Je pense que sa disponibilité sur certaines grandes plateformes de SVOD lui a permis aussi tout simplement de rencontrer un public qu'il n'avait pas rencontré en salle, ni évidemment en vente physique matérielle, en Blu-ray, en DVD. Notamment chez les petits enfants. Oui, absolument. Qui aiment beaucoup revoir Spider-Man. Absolument. Beaucoup. Souvent, beaucoup. 3 fois par semaine. Sale gosse. Et non mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on voit ça des fois sur des franchises ou des suites, en positif comme en négatif. Il y a ce que j'appellerais des espèces de hype différées. C'est-à-dire qu'en fait, le deuxième épisode, pour moi, a vraiment été reçu à l'aune du premier, par tous ces gens, et je suis désolé de me foutre un peu d'eux, mais tous ces fanzous Marvel qui se prétendent fans de comics, mais en fait n'y connaissent rien, ne connaissent rien non plus au cinéma, ne regardent que des étrons numériques, et qui là tout d'un coup ont été surpris en découvrant qu'il y avait un très bon film qu'ils avaient loupé au cinéma, et donc du coup ils arrivent pour défendre le 2 et expliquer combien le 2 était génial. Simon vient essayer de se faire des amis sur Twitter pour la plage, pour occuper ses vacances. Là il commence tout de suite pour vraiment se faire des Si tu veux gagner du temps, copains. fais des tweets méchants contre Stanley Kubrick, ça marche super bien. Ouais, Moi, mon expérience personnelle. Je croyais pas que toi. Le problème, c'est que le deuxième, qui est bourré de qualité, vraiment bourré de qualité, parce que je voudrais surtout pas faire croire que j'ai passé un mauvais moment ou que j'ai vu un mauvais film, ça n'est pas le cas. Vraiment, ça n'est pas le cas. Qui notamment, et on va y revenir après en plus en détail, a une direction artistique. Alors, on va parler de la direction artistique. Oui, non, mais on va faire un tour. Voilà, mais pour dire tout simplement mon ressenti du film, une direction artistique renversante, audacieuse, dont on voit déjà qu'elle est en train de devenir une vague de mode très puissante. Hein. Le deuxième chapeauté a complètement copié le film, et là on voit que le Tortue Ninja chapeauté par Seth Rogen qui arrive a lui aussi repris. Le chapeauté. Attends, je comprends pas. Parce que c'est le chapeauté qui le deuxième chapeauté 2, le chapeauté 2. Il est chapeauté par qui? Il est chapeauté par Antonio Banderas. D'accord, mais qui chapeaute le chapeauté? Vous avez bien conscience que cette vanne n'a pas de fin. C'est nul. Il va falloir y mettre un terme de vous-même. Bref, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le film est un peu ivre de lui-même. Alors, il va pousser très très loin plein de principes esthétiques que je trouve, encore une fois, passionnants et brillamment exécutés, pour me raconter grosso modo à peu près la même chose que le premier, en plus long, en plus confus, avec pour moi beaucoup moins d'enjeux, et il y a une seule trame narrative que je trouve très forte, qui est celle de l'antagoniste, mais qui pour moi est totalement noyée dans l'ensemble, et du coup je regarde le film en étant très loin, comme une jolie démo technique. Alors avant j'aimerais, parce que ma réplique sur l'enfant n'est pas anecdotique, parce que moi je suis allé le voir dans une salle un matin, où il y a, en VO, alors où il y avait des parents qui sont un peu rock'n'roll et qui donc emmènent leurs enfants relativement jeunes, 8, 10 ans, voilà, pour voir le film en VO. Voilà. Et je me suis dit, en regardant le film, en me disant, mais est-ce que ce film s'adresse aux enfants ? Et je ne crois pas. Pas du tout. Contrairement au premier, je pense que ce film est un film totalement... Déjà, ça va beaucoup trop vite. Les références sont beaucoup trop nombreuses, et je pense que c'est un film qui tourne le dos au jeune public. Et ça, moi, il me semble que c'est un premier coin dans la machine. Simon. Oui, je suis entièrement d'accord. Je le dis pas du tout comme un reproche pour le coup. Non, mais c'est un film qui n'est pas accessible aux petits enfants. Du tout. Clairement pas. C'est trop intense, trop rapide, trop méta, trop délirant. C'est pas un reproche, hein. Mais concrètement, je sais que moi, j'emmènerai pas mon beau-fils voir celui-là. Il ne va rien paner, ça va l'angoisser en plus. Ouais. Et surtout, c'est 3 fois trop long. Non seulement pour ce que ça raconte, mais pour des petits. Je parle bien de petits. Je parle pas de gamins de 10 ans. Et puis il y a un niveau de rythmique entre les dialogues, les pensées intérieures, le découpage en cases, et même, et on y arrive, d'une certaine forme l'esthétique, bien sûr, qui à mon avis est très très difficile et très complexe comme porte d'entrée pour un jeune public. Alexis, t'es pas sûr ? Je suis pas sûr, hein. Mais sincèrement, je suis pas sûr. Déjà, il y a quelque chose. Parce que toi-même, t'es très jeune dans ta tête. Mais, alors, je suis très jeune dans ma tête, mais non, mais déjà, 7,5. il faut pas négliger 2 paramètres qui, à mon sens, sont importants dans la réception des films par le jeune public.
déjà, premièrement, les enfants d'aujourd'hui, ils sont habitués aux écrans, que ce soit les tablettes ou les téléphones portables, ils sont habitués au défilement rapide des images. Non, Non, mais vraiment, pas la même chose. Ah non, mais là, même moi, il y a des moments où j'avais du mal à suivre l'enchaînement des mais plans. moi, je peux te dire. Alors, tu vas me dire on a que un c'est le petit début de la écartage. dégénérescence Non, mais intellectuelle, ce n'est pas- non, c'est pas- neurologique. Ça n'a rien à voir avec la dégénérescence intellectuelle. C'est pas sympa. Ça n'a rien à voir avec la dégénérescence intellectuelle. Attention, j'ai un mais je tournevis pense dans la que, main. évidemment, que l'écart générationnel joue dans la manière qu'on a de réceptionner des images. Ça a toujours été le cas. Hein. C'est beaucoup plus facile pour mon père de regarder les films de Jean-Pierre Melville que ça ne l'était pour moi au début de mon adolescence, parce que c'est des films qui sont quand même beaucoup plus lents que les films avec lesquels j'ai grandi. Faut prendre le pas. Bien sûr. Pour lui, c'est naturel, ces images-là. Donc tu vois, il y a un truc, il y a toujours un écart générationnel. Moi, je n'ai pas été désorienté une demi-seconde par le film. Pas une demi-seconde. J'ai compris l'intégralité de ce qui joue à l'image en permanence pendant 2h20. Ça, je peux pas lui enlever. Ça, pour moi, c'est très, très, très fort parce qu'effectivement, il est beaucoup plus fiévreux, beaucoup plus fébrile, beaucoup plus énergique que le premier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, j'ai pas été désorienté une seule fois. J'ai vraiment pris un plaisir de dingue à traverser toute la flopée d'images que le film nous propose. Et je pense que pour les gamins d'aujourd'hui, c'est pas tant ça le problème. Si problème il y a, à mon sens, c'est plus au niveau de la dramaturgie. Il joue quand même sur une quantité de couches dramaturgique assez dingue. Je dis la et même qui, chose, encore une fois, Alexis. Je pense la même chose. Ne se résout pas. Donc je pense que pour un gamin, ça peut être vraiment désorientant. Tu vois. C'est pas juste la rythmique des images, des dialogues intérieurs et des cuts qui sont. Enfin, il y a des moments où tu as vraiment un plan par quart de seconde, mais c'est aussi, je pense, la superposition de la dramaturgie qui, à un moment donné, devient relativement confuse. Bref, Arthur, on veut te réentendre parce que tu voulais réagir à tout cela. Et puis, j'aimerais qu'on fasse quand même un tour de table important et détaillé sur la direction artistique. Alors, plusieurs choses. Oui, effectivement, je pense que le film n'est pas simple d'accès pour les enfants de moins de 8 ans. Je ne considère pas que ce soit une mauvaise chose et je considère peut-être même que c'est fait exprès. Comme l'a dit Simon, effectivement, le premier n'a pas été un succès au box-office. Et le succès qu'il a connu, je ne suis pas sûr qu'il vient des plus jeunes, de son plus jeune public. Du coup, si le move, ça a été de se dire, en vrai... ceux qui ont adoré le film, c'est surtout les adolescents, les adultes, les fans de comics et ceux qui se croient fans de comics mais qui ne connaissent pas. Bah, du coup, moi je trouve ça très bien. Et puis, à un moment où, on va pas se mentir, 80% des gens considèrent, et à tort, Dieu sait, à tort, que l'animation c'est un peu du cinéma pour enfants et ils pensent que c'est juste Disney et les Pixar, bah c'est bien d'avoir des films qui s'adressent principalement aux adultes. Et t'as raison sur ce point-là, d'autant plus que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais c'est assez cohérent mine de rien. Comme le disait Simon, le premier film a bénéficié d'un gros succès d'estime, sachant qu'il ne coûtait que 90 millions de dollars le premier, ce qui est quand même beaucoup moins de pognon que n'importe quel blockbuster Marvel. Bah, bien sûr. Mais en fait, un succès d'estime, c'était suffisant pour lancer une suite, mais on peut pas en vouloir aux studios et aux créateurs de s'être dit, on a visé tous les publics, y compris le jeune, ça n'a pas pris. On va essayer de se recentrer sur le public qui nous a soutenus après la sortie, c'est-à-dire les adolescents geeks, quoi, grosso modo. Et puis il faut quand même aussi rappeler, malgré tout, que le premier a été, alors pas réalisé, mais produit et on va dire vraiment un peu né de l'esprit de Phil Lord et Chris Miller, qui sont donc les cinéastes derrière les films Lego, qui ont fait récemment le film Netflix les Mitchells contre les machines. Oui, exact. Et le sous-estimé Tempête de boulettes géantes. Tempête de boulettes géantes, tout à fait. Qui sont des films qui s'adressent autant aux adultes qu'aux enfants. Ce sont des films qui, malgré tout, ont un sous-texte facile à comprendre, qui sont ambitieux, qui ont des petites blagues, mais voilà. Là, on a un film qui est vraiment adulte. Et ben moi je trouve ça chouette aussi. Je trouve ça chouette qu'on prenne ce personnage-là, qu'on le traite de cette manière-là. Et en plus, et ça j'en parlerai peut-être dans un autre tour de table, mais avec des sujets politiques assez profonds et assez sérieux et que je trouve très bien traités. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous deux, sur le fait que vous aviez un problème avec l'interruption du récit. Le fait que ce soit qu'une moitié et que du coup on ait les enjeux dramatiques de cette suite qui ne sont pas résolus. Je suis pas vraiment d'accord avec vous parce que pour moi, il fait un truc hyper difficile. C'est une suite. C'est vraiment une suite. Ça s'inscrit dans la continuité du premier. En même temps, ça commence par 20 minutes sur Gwen Stacy. Ça raconte tout un arc sur elle, son passé, son rapport avec son père, qui n'est pas trop exploité, voire quasiment pas, dans le premier. Et en plus, il va plus ou moins le résoudre. Et pour moi, le film, en dehors de, effectivement, sa trame de ce grand méchant, ce que ça veut dire et tout ce que ça va impliquer dans le multiverse, pour moi, c'est avant tout un film sur Miles et Gwen. Et dans ce sens-là, pour moi, il y a vraiment un arc qui est résolu. En tout cas, rien que pour Gwen. Sur ce film clôt un arc. Et je trouve qu'en termes de construction narrative, c'est quand même assez courageux. Enfin, pas courageux. Je trouve ça assez fort de réussir à clore un arc comme ça, qui est en parallèle à celui du personnage principal, tout en faisant monter la sauce pour une suite. Non, moi je trouve ça très fort. Et moi, là-dessus, du coup, je n'ai pas de frustration. À la limite,
c'est vrai que les 10 dernières minutes, on se dit, ok, donc là, vous êtes en train de nous faire monter la sauce. Ok, donc j'ai compris. Et, ok. Mais par ailleurs, le cliffhanger est passionnant. Enfin, je veux dire, le cliffhanger te laisse accrocher. Je trouve ça super, etc. Après, moi, j'avais deviné, sans vouloir me branler la nouille. Vas-y, branle-toi la nouille. Je l'avais deviné un peu plus tôt. Ah non, pas devant, pas de. Arrête, non, remets. Non, ça, c'est celle de Simon, t'inquiète. Moi, je l'avais. Il a fait une vanne très attendue et il l'a faite en dehors du micro. Il n'y a rien qui va là-dedans, là. Mais il n'y a rien qui va. Hein. Non, mais moi, le défaut que j'ai, je trouve que les 10 dernières minutes, en fait, t'as une espèce de montée progressive qui me gêne un tout petit peu parce qu'en fait, on peut deviner très rapidement. Oui, mais peu importe. Alors, juste une question pour toi, et ensuite on va quand même parler de la DA, nom de Dieu. Moi, je vais te dire le problème que ça me pose. C'est que, comme le dit Simon de manière assez juste, l'enjeu de ce deuxième, puisque le multivers a normalement été sauvé à la fin du premier, c'est de dire, eh bien oui, mais il y a des points communs à toutes les histoires de Spider-Man. Mais sauf que le premier m'a raconté quelque chose quand même sur cette histoire commune. C'est qu'il m'a dit, mais attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît quand même. Ouais, c'est devenu les grandes gueules très vite. Non, mais sauf que le premier me raconte quand même quelque chose de très net. Il me dit, bah oui, mais en fait, dans le premier, spoil, attention, bouchez-vous les oreilles, mais dans le premier, The Prowler, c'est l'oncle, et donc Spider-Man voit mourir son oncle comme Oncle Ben. Donc en fait, cet événement-là, il l'a déjà vécu. Sauf que le film, dans le deuxième, t'explique que finalement, il faut quand même. Enfin, il y a quelque chose que je trouve relativement pas très clair. Non, en fait. Alors, il faut pas spoiler. Et je comprends où tu veux aller. Mais néanmoins, dans les questions scénaristiques, c'est pas d'une grande clarté. Moi, je suis pas d'accord sur un truc très précis. C'est le personnage de Spider-Man 2099, Miguel, celui qui est doublé par Oscar Isaac en version originale. C'est pas Schwartzman ? Non, Schwartzman, c'est le méchant. Non, c'est Oscar oui, c'est ça, exact. Schwartzman, c'est Dotman. T'as raison. Ce personnage-là est là pour dire. Tous les Spider-Man ont un point commun, sauf toi. Parce que toi, tu n'es pas un Spider-Man comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'en 2011, quand Miles Morales est créé dans les comics, personne n'en veut. Parce que Spider-Man, c'est Peter Parker. Que ce soit Spider-Man noir, que ce soit Spider-Man 2099. Non, mais là, tu ne parles pas du film, tu fais du commentaire sur l'œuvre en général. J'ai envie de dire, je suis d'accord avec toi, mais on s'en fout. C'est pas dans le film, ça. Je suis pas d'accord. Pas à prendre ça. Mais surtout, pour abonder. Non, mais pour abonder dans ton sens, Arthur, après, je te laisserai revenir là-dessus. Mais non seulement je suis d'accord avec cette interprétation-là, qui effectivement n'est qu'une interprétation, mais d'un point de vue scénaristique, ça se tient. Bah oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le simple fait que Miles Morales soit devenu Spider-Man dans le premier film, suite à la mort de Peter Parker, parce qu'il a été piqué par une araignée radioactive qui ne vient pas du même univers que le sien, est en soi une anomalie. Donc en fait, interprétation par interprétation, ça pour le coup c'est justifié par le scénario et c'est bien justifié. Je suis tout à fait d'accord. Ah, mais attendez, c'est pas me semble-t-il, je crois que ce que Nicolas disait sans donner son opinion, car il ne le fait jamais, et opinion qu'il ne donne pas mais que je partage néanmoins. Oh là là. C'est pas tant sur la cohérence, c'est pas ça. C'est que concrètement, et on ne va pas spoiler, le film pour moi est contraint de perdre 30-40 minutes pour rebooter, remaker à moitié son univers, parce que sinon, effectivement, il n'y a pas d'enjeu. Il a déjà eu son traumatisme, Miles, et on t'explique qu'il l'a pas eu. Or, il l'a déjà eu. Donc le film est obligé de faire des circonvolutions dramaturgiques pour faire comme s'il était différent des autres. Or, il n'a pas été caractérisé comme ça dans le premier film. Dans le premier film, il a son trauma. Mais ce que tout le monde lui reproche, c'est de ne pas avoir le même trauma que les autres. Non, mais qui a le même trauma que les autres. Il n'a pas le même trauma que Peter Parker. Le trauma de Gwen n'est pas le trauma de Peter. Non, mais justement. Vous êtes en train de couper les cheveux en 4. Bon, bref. C'est toi qui es en train de le couper en 4. Moi, je coupe pas les cheveux. C'est celui qui dit qui est. En 4. Allez, on passe à autre chose. Non, la DA. La DA, il faut dire que par rapport au premier, il y a ça va un cran plus loin. C'est un cran plus loin. Ça va un cran plus loin et il y a effectivement un travail sur l'image, un travail sur les textures, un travail sur l'identité la matière de chaque personnage qui est vraiment très très fort. Et moi, Spider-Punk éventuellement, mais moi c'est pas ça qui me bouleverse le plus. Moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est l'utilisation de l'aquarelle et de la peinture. Bah surtout sur Gwen Stacy. Bien sûr. Parce qu'en plus Gwen Stacy, on le sait, et pour le coup, il y a plein de gens qui l'ont déjà très bien analysé sur Internet. Il y a toute une métaphore du coming out avec Gwen Stacy. Elle va-t-elle révéler à son père qui elle est vraiment en reprenant les couleurs du drapeau trans. D'ailleurs, il y a un drapeau trans dans la chambre de Gwen Stacy. Il y a toute une métaphore de cette couleur qui change en fonction de l'attitude des gens. Mais en fait, si on se souvient déjà dans le premier, il y a cette utilisation très maligne des couleurs en fond. Tu sais, quand c'est Spider-Man, on a le fond qui est mi-bleu, mi-rouge, et il y a ce moment un peu culte où les couleurs de Miles passent du vert et violet, qui sont les couleurs du Prowler, à d'un seul coup le bleu et le rouge. Et ben là, il y a la même chose avec Gwen Stacy. Il y a une discussion qu'on va pas spoiler, mais que je trouve vraiment bouleversante, parce que d'ailleurs, je l'ai pas dit, tiens, j'ai pleuré 12 fois devant le film. Je vous jure que c'est vrai. C'est dire comme il est long. Ça, je te l'accorde. Salopard. Ouais, salaud. Il y a une discussion qui est bouleversante entre Gwen Stacy et son père, et le fond en aquarelle change de couleur et va donner
tu sais, il y a une espèce de distance entre les deux personnages et d'un seul coup le fond devient le même. Mais en fait, c'est le cas depuis le premier, c'est juste un potard plus loin. Mais en fait, c'est le cas pour à peu près toute la DA du film. Je trouve que le fait de donner un univers graphique à chaque personnage, il le pousse encore plus. Le fait de développer la manière de traiter les courses-poursuites, la mise en scène, les mouvements de caméra, il le pousse encore plus loin que dans le premier. Oui, mais effectivement, c'est là où on va tous tomber d'accord, je pense. C'est qu'en termes de stricte mise en scène, de découpage et de direction artistique, le film radicalise tout ce qui était posé dans le premier. Ah ouais. C'est dingue, le film est dingue. Le film est une proposition d'animation jamais vue. Mais jamais vu. Jamais. Et surtout, tu vois, moi, plus encore que les couleurs qui fonctionnent, je veux dire, et puis j'aime bien, mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. C'est le mélange entre des textures, on va dire, qui viennent du numérique, d'autres qui viennent de l'aquarelle, qui viennent du dessin. Enfin, tu vois, des trucs que d'habitude on ne marie jamais. Qui viennent du comics, évidemment. Évidemment, du comics, oui, bien sûr. Le travail, notamment sur la fluidité ou non de l'animation, qui émule pas mal le ressenti de certains animés, justement, japonais, qui proviennent de là et qui apportent justement un dynamisme à certains moments, un dynamisme dans la saccade, j'ai envie de dire. Bah, souvenez-vous, dans le premier, Miles Morales, il est pas animé en 24 images par seconde, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est. Et à partir du moment où il est Spider-Man, il est à 24 images par seconde. Cette île-là, elle est vachement reprise. Bien sûr. Et puis quelque part, voilà, c'est encore un point commun entre deux grands films, à savoir le premier Into the Spider-Verse et Avatar 2. Voilà. Et donc, je l'ai senti venir à des kilomètres. Mais pour le coup, je suis d'accord avec toi. J'aimerais beaucoup que les gens voient la tête de Nicolas Martin. Et non, mais en tout cas, voilà, esthétiquement, c'est absolument renversant. Et moi aussi, je suis très très touché par beaucoup de plans qui jouent sur la gravité, notamment qui, moi, me font penser à du Treyarch. Notamment à Time and Tide, où il y avait des séquences d'action complètement folles. À travers la fenêtre. Ouais, bien sûr. Et il faut voir que voilà, réussir à émuler en animation ça, c'est quand même assez remarquable. Et je pense qu'en termes de, juste pour terminer, en termes de proposition esthétique, non pas que les deux se ressemblent, mais en termes de proposition esthétique dans l'animation, dans l'adaptation animée de comics, on n'avait pas vu quelque chose d'aussi travaillé, cohérent et abouti depuis Batman en 1992. pardon. Ouais. Non, mais en fait, il y a Babar et Batman, c'est presque, tu changes 3 lettres. Bah, je suis pas le même animal, hein, mais. Il y a un grand. Il y a un grand principe de mise en scène qui soutenait déjà le premier et qui soutient celui-là, et ça pour le coup on peut dire ce qu'on veut, c'est imparable et ça pourrait marcher sur 40 ou 45 films, c'est que les effets de mise en scène mobilisés par le film sont là pour traduire à l'écran visuellement les émotions des personnages. Absolument. Il y a un moment dans le film qui est un moment qui est pas anecdotique, qui est un moment important, mais c'est une micro-scène, donc c'est pour ça que je me permets de la dévoiler, mais il y a un moment où Gwen Stacy, plus ou moins après une espèce de, pas de dispute, mais en tout cas il y a une discussion un peu ambiguë avec son père, elle va le prendre dans ses bras. Et on voit que quand les deux personnages sont séparés, les teintes de couleurs sont relativement froides, pastel, et dès qu'elle va le serrer dans ses bras, d'un coup, autour d'eux se crée un noyau de couleurs chaudes. Bah ça, c'est juste le film qui nous dit, visuellement, uniquement par des biais cinématographiques, regardez, le foyer s'est reconstitué, mais autour de ce halo de couleurs chaudes, il y a encore des couleurs froides, ce qui tend à démontrer que c'est une réunion qui est temporaire. Bah, tout ça passe juste dans l'utilisation des couleurs, et c'est comme ça tout le long du film, quoi. Non, mais c'est ce que je trouve magnifique, et je vais te donner la parole à Arthur. Ce que je trouve magnifique, c'est effectivement la palette d'effets qui sont utilisés, pas seulement pour caractériser les personnages, mais pour vraiment proposer un patchwork au sens propre du terme d'animation jamais vu, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu. On joue évidemment sur ce fameux grain par point du comics, mais qui à un moment donné est complètement effacé. C'est-à-dire que chaque personnage va être caractérisé par la façon dont il est représenté graphiquement, c'est-à-dire dont la texture de son personnage va dire d'où il provient, jusque dans le gang des méchants, jusqu'au méchant principal qui n'est pas animé de la même façon que les autres. Donc ça, je trouve ça assez magnifique. Encore une fois, cette utilisation, je pense que c'est numérique, mais encore une fois, je serais curieux de savoir comment ça a été réalisé, mais de la peinture, de l'aquarelle, de la gouache, des différentes textures, je trouve que voilà, j'avais rarement vu une telle palette, en tout cas, d'animation dans un film d'animation qui est un film d'animation et pas utiliser du 174 images par seconde pour faire une cinématique de jeu vidéo alors qu'on est dans un film 48 images qu'on est dans un film en prise réelle, ce qui a somme toute beaucoup moins d'intérêt. Mais on va discuter de ça, hein. Mais on a déjà fait une émission dessus. On va terminer avec toi, Arthur. Arthur, qu'est-ce qu'on attend du 3e épisode? Moi, j'attends pas plus de folie visuelle parce qu'on le sait qu'ils ont fait les deux films en même temps, donc je m'attends à visuellement, graphiquement, quelque chose de cet acabit-là. Peut-être pas plus loin, mais de cet acabit-là. On sait que ce sera vraiment la fin d'un arc. On sait qu'il y aura sans doute des spin-offs. On sait qu'ils vont sans doute faire des films sur Gwen Stacy et autres. Je sais pas ce à quoi je m'attends. Je vois des arcs évidents arriver. J'ai pas envie de spoiler. Il y a
un personnage qui est bloqué quelque part. J'attends de voir un peu cette altercation, l'arrivée d'autres. J'attends ça, mais en fait, j'ai pas envie de parler du scénario de manière générale. C'est compliqué de dire ce qu'on attend d'un film. Il sort en mars 2024. Moi, je pense 3 avril 2024 en France. Ah, en France, en avril. Ouais. Moi, j'attends un film à peu près similaire. On avance parce qu'on a un programme très chargé. Spider-Man Across the Spider-Verse de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson. Est-ce que vous êtes plutôt Miles Morales ou Peter Parker ou Gwen Stacy ou Miguel O'Hara ou Jessica Drew? Il y en a beaucoup là. Ou Spider-Cochon, il s'est marché au plafond. Vous pouvez nous dire tout ça en commentaire sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que parlons de marcher au plafond, ça me rappelle un truc hyper drôle. Vous connaissez l'histoire de la chaise? Oh, elle est pliante. Jingle. C'était la blague de la semaine. C'est quelque chose que j'avais envie parce que je sais pas, je trouve qu'il manque d'humour dans ce podcast. Si, bien sûr. Oh la vache. Allez, puisqu'on se marre. En plus du mot de la semaine. Oui, bien sûr. Moi, je vais remettre le même ding-dong, j'en ai rien à foutre. Voilà, vous êtes prévenus. Tu sais, un truc genre une langue de belle-mère, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, waouh. Allez, puisqu'on se marre, autant continuer avec les grosses voitures. Vroom vroom. Fast and Furious X. Ce n'est pas la version Marc Dorcel, attention, non mais ne vous trompez pas, avec l'actrice de Josiane, 45 ans, secrétaire à accélérer. C'est le X de 10 en chiffres romains. Parce que oui, on peut faire du cinéma d'action à Hollywood et savoir compter en chiffres romains. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, et vous autour de la table aussi, si je vous dis MDCCCLXXVI, vous me répondez... 1996 1876 qui est mon année de naissance. Pardon. Bref, des grosses voitures, les lois de la physique piétinées comme celles de l'écriture scénaristique et du bon goût, c'est le 10e Fast and Furious et c'est un Français qui s'y colle. La partie est finie, Dom. T'as perdu. C'est ta dernière course. Tu devrais mettre ta ceinture. Fast and Furious X de Louis Leterrier avec Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez et Charlize Theron, ou les grosses voitures, ou Simon, les grosses voitures. Oui, quelle belle carrosserie. Il faut savoir que la... Tu parles de Michelle Rodriguez ou de Charlize Theron? De la saga. Misogynie, j'écris ton nom. Oh là là. Le Y, c'est d'abord ou après? Dans Misogynie. Il est on fire. Ah, c'est terrible. Il est aussi en forme qu'on est fatigué. Non, alors tout simplement, la saga Fast and Furious, c'est un peu une anomalie parce que comme anomalie avec un Y. Oui, bien sûr, anomalie, parce que tout simplement, tel le Châteauneuf du Pape, elle devient meilleure en vieillissant. Il faut savoir qu'on a quand même commencé avec Rapide et pas content, qui était un espèce de remake honteux de Point Break avec des cascades numériques, Vin Diesel qui essayait de nous faire croire qu'il était redoutable, et Paul Walker qui essayait d'être présent. Too Fast Too Furious, Tokyo Drift. Enfin, c'est bien Tokyo Drift. Et bah écoute, tu fais partie des gens qui aiment Tokyo Drift. Et je peux te présenter les 4 autres. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les débuts de la saga, c'était très compliqué. Et il se trouve que Vin Diesel, à un moment qui était en mal de franchise, littéralement, a racheté les droits à Universal pour devenir le producteur et le maître d'œuvre vraiment de sa franchise. Et ça donne Fast and Furious 4, qui à l'époque s'appelait juste Fast and Furious. Qui était alors, alors, faut savoir qu'en France, petite parenthèse, parce que moi je n'ai pas vu Fast and Furious 10, donc je vais pas en parler, mais parenthèse, les titres français sont quasi systématiquement des copier-coller du précédent. Donc on a Fast and Furious, de Too Fast Too Furious, puis après on a Fast and Furious 4, 5, 6, etc. Aux États-Unis, ça change quasiment à chaque fois. Oui. Donc Fast and Furious 4 s'appelait Fast 4. Fast 4, oui, c'est vrai. Excusez-moi, petite interruption, mais il faut que je vous raconte une anecdote. Au Québec, ça s'appelle Rapide. Un moment de solitude extrême. Vite. J'ai interviewé Vin Diesel sur Fast and Furious 8, qui s'appelait en anglais The Fate of the Furious, je crois. Ah, moi je l'ai fait sur le 5. Et je l'ai fait pour qu'on mini ce format qui fut un temps culte et maintenant qui est très daté, qui est le Fast and Curious, qu'on a fait donc en jeu de mots avec ce film. Et je lui arrive, je fais Hi, hello Vin. Déjà, il me broie la main parce que je pense qu'il a pris beaucoup de trucs dans le nez. Et il me dit qu'est-ce qu'on doit faire? Donc je lui explique. Alors je suis très content de le faire parce que Fast and Curious, ça vient de Fast and Furious. Il me regarde, il fait quoi? Oui, il a pas compris. Et parce que en fait, on a fait un jeu de mots entre le film et il me regarde, il fait j'ai pas compris. Et ça, j'ai dû lui expliquer. J'ai perdu 2 minutes sur mes 8 minutes d'interview en junket. C'était un moment de solitude extrême. Je pourrais vous raconter mon histoire avec Fat and Furious, qui était une chauffeuse de taxi alcoolique qui venait me chercher quand je faisais la matinale, mais ce sera un autre jour.
Non, mais j'ai vraiment failli mourir plusieurs fois. Eh ben, je vais te dire, notamment une fois où j'étais dans le même taxi que toi et que nous allions à l'université du MEDEF pour interviewer Pierre Gattaz. C'était elle? Oui, c'était elle, et ça a bien failli être nous. Bref, pas parler du film. moi aussi j'ai interviewé Vin Diesel, c'était pour Fast Five, et figure-toi que c'était absolument surréaliste parce qu'il m'a expliqué qu'il rêvait, alors ça c'était connu bien avant, qu'il rêvait de faire un film sur Hannibal parce qu'il adorait la mythologie grecque. Voilà, ce qui en dit long sur l'individu. Il ne confond pas mythologie et gastronomie. Peut-être qu'il aime aussi les Grecs, je sais pas. Bref, tout ça alors, pour dire. si on parlait du film, par exemple. Ah oui, exact. Alors la saga qui à un moment s'est mise à devenir de mieux en mieux, notamment à partir du 5, à devenir un truc complètement décomplexé, assez délirant. L'ajout de The Rock, qui à l'époque s'amusait à faire un petit peu de cascade et de scènes d'action, avait été un très très bon exhausteur. Et puis malheureusement, après le 7, pour moi, les films ont commencé à se prendre au sérieux. C'est-à-dire que les gars, mais je pense que ça vient de Vin Diesel, ils se sont dit, bah alors au début on était des voleurs de voitures, après on était des super voleurs de voitures, maintenant on est des espions. Parce que c'est ça. Mais tu penses pas que c'est à cause de Mission Impossible que c'est une espèce de réponse à Tom Cruise? Bien sûr, mais si tu veux, c'est comme comment dire, c'est comme si Jawad l'hébergeur essayait, tu vois, d'ouvrir un hôtel Crillon, ça passerait pas bien, quoi. Non, ça marche pas du tout comme métaphore. On va l'enlever. Oui, on peut la garder. Moi, je vote. Je vote pour qu'on la garde. Ok, d'accord. Tout simplement pour dire, parce que oui, bien sûr, tu vois, il fait la course à Mission Impossible, mais comme il comprend pas comment. Si on parlait du film, parce que là, on parle de beaucoup de choses, mais de film en l'occurrence. J'y viens. Et parce que c'est X, hein, tu mets du temps à venir, c'est les préliminaires, c'est ça? Exactement. J'adore. Josiane, 45 ans, secrétaire à lubrifier. Il faut donc pas que tu je parles du réponde. 8, de Hobbs Voilà, Shaw et donc, du 9. voilà, le 8, Hobbs Shaw et le 9. Non mais attends. Mais vous avez pas vu le film, laissez-nous faire le podcast à deux là. Et des films qui se prenaient tellement au sérieux qu'ils en devenaient assez ennuyeux, assez stériles et qui perdaient totalement qui perdaient totalement le fun et puis on va dire l'atmosphère coucou, c'est le festival de la couille et c'était un peu regrettable. Et Dieu merci, notre ami Le Terrier, s'il y a bien un truc qu'il aime, je pense c'est le cartoon. Vraiment. Parce qu'il redonne au film une atmosphère, mais vraiment de cartoon, quoi. Je veux dire, les mecs courent, il y a des explosions, t'as l'impression que les flammes se battent contre eux, quoi. C'est incroyablement débile, dans le bon sens du terme. On arrive maintenant à un moment de sa carrière où Vin Diesel, je pense, il se vit comme le parrain. C'est-à-dire qu'il veut vraiment avoir l'air très sérieux, grave et sentencieux. Tu vois, tu sens que les mecs l'arrosent de bombes au poivre pour qu'il puisse pleurer dans les scènes où il pleure. C'est incroyable. Et donc, le film, c'est n'importe quoi. On voit quand même Vin Diesel avec sa voiture qui transforme des hélicoptères en espèces de boulets de démolition pour casser une autoroute. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ça se termine aussi sur un très beau cliffhanger. Bref, c'est vraiment débile, mais il va y en avoir encore. Ah bah il y a X partie 2. Oui, il y a X partie 2. Même X partie 3. Voire même. Oh. Je réponds par des bruits et puis enfin, à chaque fois. Et puis enfin, on retrouve un antagoniste. Alors la période de Jason Momoa, qui je pense a fait une formation très intense pour le film à base de sandwich à la cortisone. Et vraiment, c'est assez étonnant. Hein. Tu reconnais pas trop quoi. Mais il a des costumes exceptionnels. Mais tout est exceptionnel. Il joue une espèce de méchant pansexuel demeuré. Il n'y a pas d'autre caractérisation. Dont le principe, c'est que, un peu comme Statham dans le 7, c'est le coyote de Bibi le coyote. C'est-à-dire qu'à des moments, il apparaît. Ça n'a aucun sens, il peut pas être là. Physiquement, ça ne marche pas, mais là, il fait je suis là. Et voilà, tout ça confère au film un esprit de joyeuse idiotie que j'ai trouvé assez appréciable. Ça m'a rappelé la bêtise du 5 et du 7. Mais alors, c'est Arthur, non mais alors, parce que vous parlez d'un truc, alors moi je vais dire quelque chose et que j'assume très fièrement, c'est que je n'en ai pas vu un seul. Et alors je vais vous dire quelque chose. On va faire un check, j'en ai pas vu un seul, qu'il n'était pas question d'en avoir un. Je vais vous dire un truc, et je vais vous dire un truc d'autant plus, et là, très personnel et très intéressant, c'est que mon cousin est premier assistant réalisateur de 7 à 8 des Fast and Furious. Wow. Vincent Lascombe, vous pourrez vérifier, c'est mon cousin. Et je ne suis jamais allé voir ça. Et alors, je peux vous dire, premier assistant réalisateur bravo la famille. Premier assistant réalisateur aux États-Unis, c'est pas du tout le même boulot qu'en France. Hein, c'est vraiment prise en charge de l'équipe technique, des cascades. Enfin, vraiment, c'est vraiment le grand organisateur de la technique du plateau. Et alors, Vincent, il s'éclate. Hein. Vraiment, vraiment, à chaque fois que je le vois, il est là, genre, ouais, c'est super. Je suis parti 2 jours à Hong Kong, c'était super. On a foutu le feu dans les rues, c'était génial. Ensuite, je suis parti en Afrique du Sud, ensuite on a foutu le feu dans les rues. Enfin bref, il s'amuse beaucoup. Mais je ne connais pas Fast and Furious et je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit. Arthur, à toi. Je trouve l'analyse de Simon plus que pertinente parce que j'ai eu la chance d'avoir Louis Le Terrier en vidéo club et dans les films que je lui ai demandé de me citer comme étant des références pour le film, il m'a cité Tex Avery. Ah ben voilà. Donc il y a vraiment cette envie de faire du cartoon et c'est une idée brillante. Ça n'a aucun sens. Il y a un moment où une voiture vole au-dessus d'un pont pour atterrir sur une espèce de plateforme. Enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Jason Momoa est le meilleur méchant de la saga alors que il est
Enfin, je trouve que le choix de scénario est incroyable, c'est de se dire, est-ce que vous vous souvenez du méchant du 5? Bah non frère, franchement c'était il y a 10 ans, tout le monde a oublié. Oui, mais ce méchant-là, il a un fils que tu ne sais pas. C'est lui qui va être le grand méchant de cette fin. Parce qu'on l'a pas dit, mais Fast and Furious 10 est censé être la fin de Fast and Furious. Il y aura sans doute des spin-offs, mais le X partie 2 et le X partie 3 sera la fin. Parce qu'il y en a 3 pour finir, c'est ça? C'est ça, ils vont terminer sur une trilogie. Parce qu'en fait, Tom Cruise a dit finir Mission Impossible avec juste le 7, ça va être compliqué, donc on va faire 7 parties 1 et 7 parties 2. Du coup, Vin Diesel il s'est chauffé, il s'est dit moi je fais une trilogie. Et donc après, faut dire quand même que le démarrage du film est pas bon du tout, donc ça va être complexe. Ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de raconter sur les méchants qui sont les neveux, les fils, machin, etc. Je veux dire, c'est Die Hard, on l'a déjà vu 20 fois. Ah ouais, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est la manière dont ça t'est présenté. C'est-à-dire que tu revois le plan en flashback du 5, donc t'as rien à battre, et là d'un coup la caméra se décale et te dit oh là il y avait Jason Momoa et tu l'avais pas vu. Alors, tu sais, et cette séquence qui est censée être la grande séquence du 5 où ils arrachent un coffre-fort d'un parking souterrain qui le trimballe en voiture. Je ne sais pas parce que comme tu l'as raconté, je ne l'ai pas vu. Eh ben laisse-moi la raconter. C'est la séquence la plus forte du film, la plus folle, et c'est vrai qu'à un moment la voiture part et normalement la caméra les suit, et là la caméra reste et tu vois Jason Momoa qui se tient dans le trou. Ça n'a aucun sens. Le film est fou, le film est débile de vouloir de prendre en personnage principal celui. En plus, à aucun moment, je crois vraiment que ce man puisse être une espèce de terroriste qui va faire tout péter le Vatican et tout. Mais par contre, je reconnais que plastiquement, c'est vraiment les meilleurs costumes. Et puis, dernier point, j'aimerais conclure là-dessus. C'était en quelle année le premier Fast? 2006? Oh non, c'est... Ouais, quoique... En presque 20 ans de saga, ces imbéciles n'ont jamais pensé à mettre le morceau le plus évident. C'est enfin rétabli. Après 10 films, on a enfin Gasolina de Daddy Yankee. Et ça m'a foutu les jetons. Le tout premier Fast and Furious est un film américain de Melville W. Brown, sorti en 1927. Oh là là, il fait son intéressant. Le premier, c'est un film de Rob Cohen 2001. Oui, d'accord. Ouais, déjà, ce qu'on peut se dire quand même, Simon, par contre, c'est que moi je trouve personnellement que autant Le Terrier s'amuse, fait des trucs avec sa caméra, un peu comme Michael Bay sur Ambulance, il découvre un peu les drones. Par contre, je trouve que les VFX sont vraiment dégueux. Oui. Oui, non mais tout à fait, ils sont dégueux, mais comme c'est au service de trucs relativement créatifs, ça me pose pas de grands problèmes. Simon, rapidement, parce qu'on a vraiment un gros programme. D'accord. Le Terrier, quand même, un mot sur Le Terrier, parce que Le Terrier, c'est pas n'importe qui, c'est un réalisateur français qui a commencé, qui est dans la saga Transporteur, qui est parti, qui a fait du Marvel, puisqu'il a fait un Hulk qui est pas si mauvais que ça, et qui est peut-être l'un des meilleurs Marvel, pas mal des mauvais Marvel de l'époque. Un des meilleurs. Il a tenté le choc des Titans, et puis il a fait cette série incroyable de reprises de Dark Crystal qui, franchement, était remarquable et hyper impressionnante. Who is Louis Leterrier, Simon? Louis Leterrier is from Colombe in Isle de France. Comme Colombelle, the wine of comme Colombelle de caca. Alors Louis Leterrier, c'est un metteur en scène français qui a parfois mauvaise presse et qui a souvent, moi je trouve, été assez maltraité tant par la critique que par les cinéphiles qui sont un peu prompts à dégainer le jugement qui est un peu sentencieux et bien trop négatif à mon avis de Yes Man. Dans le sens où il serait un mercenaire qui travaille pour des projets, on l'embauche, hop, et puis il va livrer un produit fini, comme un chef de chantier. Or, c'est un peu plus que ça, Louis Leterrier. Certes, je suis pas convaincu que les films sur les magiciens pourris avec Jesse Eisenberg ce soit très très important. Il a fait que le premier. Hein. Oui, mais même le premier, voilà. C'était globalement mauvais. Non, mais tu vois, il y a plein de trucs pas terribles dans sa filmographie, mais si on regarde bien, c'est quand même un artisan que je trouve très solide. Le film Le Choc des Titans avait été très mal reçu, notamment du fait de sa 3D, alors qu'en réalité, c'est une série B surgonflée, surbudgétée d'aventure qui doit durer 1h40, qui est menée tambour battant, qui arrive même à te faire croire que Sam Worthington est un acteur. Enfin voilà, c'est un film qu'il faut pas sous-estimer. Release the Kraken. Je dis ça tous les matins après mon café. Et donc, n'oublions pas non plus le deuxième Transporteur, qui est un film qui est très mauvais, mais qui était déjà bourré d'idées cartoonesques, avec notamment, si ma mémoire est bonne, une tueuse qui réagit aux odeurs ou un truc comme ça, qui font des ondes, qui déforment l'image. Il y a plein d'idées. Il y a Caillot Débilo. C'est qu'il y a en gros, Jason Statham appuie sur le bouton de l'ascenseur et il y a vraiment un plan de caméra totalement numérique qui se balade à travers les conduits d'aération et qui suit l'onde sonore du bing de l'ascenseur qui se matérialise à l'image et qui arrive jusqu'aux oreilles de la méchante qui d'un coup entend le bruit de l'ascenseur et du coup sait que Jason Statham va s'enfuir et le plan est génial. Non, voilà, il est nul, mais le plan est-ce qu'on lui a pas reproché d'être un élève de Luc Besson? Bah si, mais complètement. Oui, bien sûr. Danny the Dog, les enfants. Non mais c'est vraiment Besson qui le repère. Jet Li, Luc Besson.
Non, mais c'est catastrophe sensorielle parce que c'est vraiment très mauvais. Non, mais c'est vraiment Besson qui le repère. Bien sûr, ah, mais absolument. Mais d'ailleurs, il le revendique. Mais oui, on lui a reproché ça. En gros, on lui a reproché de ne pas être un auteur-réalisateur à la française. Mais c'est un technicien qui est intéressant, qui a un véritable univers. Ce qu'il a accompli, tu le disais, sur Dark Crystal, regardez, c'est quand même exceptionnel. C'est une vraie série de marionnettes complète. Enfin, vraiment, tout est fait avec la marionnette, avec la tradition de Jim Henson et des équipes de Jim Henson. C'est invraisemblable. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait œuvre de divertissement au sens le plus large et le plus classique du terme. Je trouve qu'il le fait d'une manière qui est bien loin d'être déshonorante. Et moi, j'ai beaucoup de sympathie pour son parcours. Fast and Furious X de Louis Leterrier. Ou Rapid 10 au Québec. Rapid 10 au Québec, exactement. Avec Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Charlize Theron. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Vin Diesel ou Vin sans plomb? Vous pouvez évidemment nous le dire. Anecdote très brève. J'ai croisé dans ma vie un cadreur qui a bossé sur Triple X3 avec Vin Diesel, avec toute une équipe d'assistants caméra français, et Vin Diesel leur cassait tellement les couilles qu'ils ont commencé entre eux sur le plateau à l'appeler Vincent Gasoil. Et comme Vin Diesel ne parle pas le français, il ne sait pas ce que ça veut dire Vincent Gasoil, et donc il pétait les plombs à chaque fois qu'il entendait, et il disait mais ça veut dire quoi, et ils lui ont jamais dit. Voilà. Parce que c'est un casse-couille, Vin Diesel, appelez-le Vincent Gasoil. Il est connu pour ça. Regardez fucking Kassovitz. Est-ce que, alors tiens, ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous connaissez la blague de l'essence? Non. Elle est bidon. Mais tu vas en faire une partie. On poursuit. On met pas de jingle. T'as même pas fait ta clôture de film. Est-ce que vous êtes plutôt ça va, oui, bah si, Vin Diesel ou Vin sans plomb. Voilà, oui, ça marche. On poursuit le rattrapage après Peter Pan, après Le Roi Lion, après Le Livre de la Jungle. Disney poursuit sa politique de transposition en live action des dessins animés fétiches de son catalogue, et c'est donc à Ariel de passer au lessivage. C'est pas mal ça ou pas? Ouais, c'est bien. Moi j'aime bien. C'est bien ça. Je te mets pas là en blague, je pense. Je crois un petit niveau rapide. Hein. C'est très très fort. Et si on écoutait l'extrait? Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Prince de la chance, la vie commence pour toi et moi. C'est un humain, il n'est pas de notre monde. Mais est-ce un ennemi pour autant? La petite sirène de Rob Marchand avec Ellie Bailey qui joue donc Ariel. Simon, c'est cette poursuite, je veux dire ce bulldozer de passage en live action, ça paye pas? Alors ça ne paye pas, c'est un des démarrages les plus décevants pour Disney, non seulement sur le territoire américain, mais à l'international. Enfin, l'un des plus décevants étant donné, on va dire, la popularité de l'œuvre première, hein, j'entends, parce que Peter Elliott le dragon, ça n'a pas le même statut auprès des gens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, l'après-Covid, ça n'a pas été extrêmement simple pour Disney. Il y a eu plusieurs revers industriels à différents niveaux. On sait que le retour de Bob Iger, qui fut le patron des grandes heures de Disney, des grandes heures du MCU, qui avait été remplacé par Bob Chapek et qui l'a finalement remplacé de nouveau, compte transformer assez profondément la politique du studio, que ce soit en virant plein de gens chez Pixar, que ce soit en repensant le rôle de Disney+, qui ne deviendra plus une plateforme prioritaire sur la salle. Bref, il y a plein de chambardements en ce moment chez Disney. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les mauvais résultats du film, dans une partie conséquente de la presse américaine et de la presse consacrée au business et au cinéma, a été appréhendé sous l'angle... Tiens, est-ce que ce serait tout simplement les conservateurs qui n'ont pas voulu aller voir cet horrible film woke dans lequel Ariel est noir? Je trouve que c'est une question assez étrange parce que l'inclusivité et l'inclusion de profils variés de comédiens et de comédiennes au sein des productions Disney, c'est maintenant 10 ans que c'est le cas et que c'est mis en avant très publiquement par Disney, et le moins qu'on puisse dire pour l'instant, c'est que ça n'a certainement pas entaché la puissance au box-office de Disney, quand bien même il y a des débats sur les réseaux sociaux, et rappelons-le d'ailleurs, toute personne qui s'émeut de la couleur de peau d'Ariel, mais qui n'est pas choquée que Louis XV ait pu être joué par Johnny Depp, est raciste et bête. Donc ce que je veux dire, c'est que cet angle me paraît très discutable, et d'autant plus discutable que surtout il est inquantifiable, hein. Il n'y a personne qui vient vérifier, sonder les âmes des spectateurs avant qu'ils n'entrent dans les salles. Bonjour monsieur, vous allez voir le film, est-ce que vous êtes raciste? Voilà, oui, mais par contre, il répond pas, hein, t'as remarqué? Moi, une réponse, ça veut dire oui. Hein. Qui ne dit mot qu'on sent. Carole Delgar, si tu nous regardes. Et donc, tout simplement... comment dire, moi je m'étonne qu'on ne soulève pas plus tôt un énorme problème qui est relevé dans un très très bon article paru ces jours-ci sur le site Vulture, pour nos amis francophones. Tout simplement qui
essaye de détailler et de comprendre comment Disney, en général, et donc ses différentes filiales, que ce soit le MCU ou que ce soit les live-action, comment on en est arrivé peut-être à un moment qui s'approche de la saturation, d'une recette qui commence à être véritablement fatiguée, et surtout, on va dire, où la qualité plutôt descendante des productions fait qu'il n'y a même plus le vent de nouveauté ou le sentiment pour le grand public, ou en tout cas pas dans des proportions suffisantes pour Disney. Comme ça, voilà, il y a plus d'énergie pour mouvoir les gens en salle, et vu les retours qu'il y a autour du film, c'est plutôt la qualité de ce que produit Disney qui s'en cause aujourd'hui. Oui, on peut dire qu'il y a quand même un point commun dans tout ça, c'est que globalement c'est très laid, quoi. Enfin, c'est ça en fait le problème. Comme dans Marvel, enfin je veux dire, ou même quand on pense au livre de la jungle, c'est pas, enfin je veux dire, il y a l'émerveillement. Moi, ça me rappelle la vallée de l'étrange. Vous savez, ce truc dont on parle en robotique, quand d'un seul coup on a un robot qui ressemble à un Playmobil, c'est pas grave, et quand on a un robot qui commence comme Sophia à avoir des traits humains, mais quand même un cerveau d'ordinateur, d'un seul coup ça nous fout les cripes et on n'est pas bien, et ça nous rend mal à l'aise parce que ça ressemble de très près, mais c'est pas non plus exactement similaire à du vivant. Et moi j'ai un peu les mêmes trucs avec les effets spéciaux numériques qui se veulent ou photoréalistes et qui en fait, mais comme dans Indiana Jones, moi c'est pour ça que ça m'embête là, sur le train, c'est parce qu'Indiana Jones je ne vois que du numérique, que la cinématique de jeux vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que autant sur internet, quand on a eu l'annonce du casting de Hailey Bailey en Ariel, justement, il y a eu toute une partie d'internet qui était hyper excitée d'avoir cette chanteuse vraiment talentueuse dans le rôle d'Ariel, parce que du coup on sait qu'on va avoir de un, peut-être une interprétation intéressante, et de deux, surtout de très belles chansons, et puis de l'autre côté tout internet raciste qui est Ariel elle est noire. Sauf qu'en fait, il y a eu un moment où tout internet a un peu déchanté, parce qu'on s'est dit, mais en fait c'est bizarre, mais les scènes sous l'eau, on dirait qu'elles ont été faites de manière totalement artificielle. Mais sauf que depuis, on a eu un film qui s'appelle Avatar 2 qui nous prouve qu'en fait on peut filmer sous l'eau. Alors toutes les scènes ne sont pas filmées de manière artificielle. Il y a eu des séquences notamment en surface où c'était vraiment sur l'eau, mais le problème c'est que moi, c'est comme j'ai le même problème avec Aquaman. À aucun moment je crois que ces personnages sont sous l'eau. Et puis à aucun moment, on n'est pas plus dans Avatar 2. Deuxième moment où là vraiment on a senti les spectateurs se décrocher. Mais après, Internet, c'est un microcosme. Twitter, on ne sait jamais à quel point c'est représentatif. Mais il n'empêche que les premières images de Sébastien et Polochon ont refroidi tout le monde. C'est-à-dire que même les gens qui étaient les plus chauds d'aller voir le film, ils se sont dit « Ah ouais, ça va ressembler vraiment à un crabe et à un poisson pas beau ?» En fait, le souci, si tu veux, c'est que moi, je pense que les gens commencent un petit peu à mettre le doigt sur un problème qui est un problème intrinsèque à la stratégie de Disney. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on dit Disney réadapte en live action ses dessins animés, en fait, on soulève que la moitié du problème. Parce que c'est pas vrai. Disney ne se contente pas de réadapter en live action ses propres dessins animés. Disney réadapte en live action ses propres dessins animés en essayant malgré tout de coller à la charte graphique des dessins animés. C'est là qu'est le problème en fait. Et si tu veux, là où tu soulèves un point, c'est qu'effectivement, tout le monde a déchanté quand on a vu les designs des personnages qui sont des personnages pas humains. Pourquoi on a déchanté ? Parce que d'un seul coup, on s'est retrouvé, et tu parlais de la vallée de l'étrange, et t'as raison là-dessus, on s'est retrouvé dans une espèce de zone grise, on regardait les trailers, on se disait, attends, mais ce personnage-là, il est trop réaliste pour coller à la charte du dessin animé, mais il est pas assez réaliste pour coller à la charte d'une adaptation live action. Il est dans une zone grise qui ne fonctionne juste pas et qui ne peut pas fonctionner en l'état. Ce qu'on n'avait pas sur le livre de la jungle de Jon Favreau, mais ce qu'on avait sur le Roi Lion. Ah bah le Roi Lion, c'est terrifiant. Le Roi Lion, c'est terrifiant. Il faut le dire, le livre de la jungle, personne n'a réagi de la manière. Tout le monde était un peu stupéfait par les effets spéciaux, alors que le Roi Lion a vraiment déchanté tout le monde. Sauf que le Roi Lion est un succès planétaire monstrueux, à tel point qu'il prévoit d'en faire carrément un univers étendu. Une saga. Non mais ce qui veut bien qu'il se détende un peu. Mais ce qui veut bien dire que c'est la réaction du public qui n'est plus la même. Mais parce que par ailleurs, dans le livre de la jungle, c'est un ancien Disney, et que dans ces anciens Disney, il n'y a pas les petits personnages amusants. Enfin, je veux dire, en vrai, t'as quand même le Roi Louis, t'as quand même le Roi Louis, c'est un orang-outan, Balou, Shere Khan, Bagheera, ce sont des animaux réels. T'as pas, c'est pas le perroquet de Jafar dans Aladdin. Enfin, tu vois, c'est pas les petits personnages rigolos qui sont en fait des cartoons. Même pour prendre l'exemple de Polochon, il est basé sur une espèce bien vivante des fonds marins. Le perroquet de mais il s'appelle Yago. Mais Polochon ne ressemble pas vraiment à un vrai poisson. Il est basé sur un vrai poisson, mais il est transformé par l'animation. Donc quand tu prends ce design là et que tu le ramènes dans une adaptation live action, d'un coup il y a un truc de là ça coince. Juste petite précision pour revenir sur Avatar 2 dont tu parlais Nicolas, effectivement Avatar 2 est un film qui pousse très 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 loin notre acceptation des effets spéciaux numériques. Mais là où Cameron est intelligent, et c'est là où à mon sens il se joue une question d'avenir du cinéma qui est intéressante, c'est que dès le premier film, Cameron il posait une charte graphique
cohérente. C'est-à-dire qu'il te disait, tout ce qui touche aux humains, c'est joué par des vrais humains, dans des bouts de décor qui sont évidemment prolongés par des effets spéciaux, mais qui sont malgré tout réels. La salle de réunion des militaires, elle est réelle. L'espèce de bâtiment qu'ils ont au milieu de la jungle, où ils ont 3 ou 4 pods pour se connecter à leurs avatars, c'est un vrai décor entouré de fond vert. Tout ce qui touche à Pandora et au Na'vi, par contre, c'est full numérique. Et ça, c'est une question que Disney s'est pas posée quand ils ont commencé à lancer leurs adaptations live action. C'est qu'en fait, on ne saisit plus la limite entre ce qui est numérique, ce qui relève du numérique et ce qui n'en relève pas. Exemplairement, c'est Javier Bardem, on est d'accord, qui joue dans le film. Javier Bardem, moi je le vois dans le trailer, je me dis, je ne comprends pas, c'est quoi en fait ? Est-ce que c'est Javier Bardem ? Est-ce que c'est un masque numérique de Javier Bardem ? Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. En même temps, ce que tu dis là, moi, ça marche pour moi avec Sigourney Weaver dans Avatar 2. Mais bon, bref, on va pas refaire le match. La petite sirène de Rob Marshall avec Ellie Berry notamment. Est-ce que vous êtes plutôt Ariel ou est-ce que vous êtes plutôt Homo ? La lessive. Il a plus blanc que blanc. Il faut faire des nœuds et tout. Vous savez pourquoi il faut se méfier des sirènes au volant ? Putain, mais il va vraiment faire une à chaque film. Alexis, aide-moi. Les sirènes au volant ? Parce qu'elles font des queues de poisson. Putain, merde, elle est bien. J'ai vraiment voulu lui laisser. On continue la course au rattrapage. Nicolas Cage a les dents longues, qui en doutait autour de cette table ? Personne vraiment. 35 ans après avoir joué un pseudo-vampire dans Embrasse-moi vampire de Robert Bierman, Nicolas Cage enfile le costume du vampire, le vampire avec un grand grrr, comme dans Dracula. Mais même s'il en fait des turbo-caisses, ce n'est pas lui le héros du film, mais Renfield, son éternel serviteur et souffre-douleur, incarné par un autre Nicolas Hoult, pardon. Je me suffis. J'ai droit au bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui. Tu sais quand il se passe un truc de malade et qu'on dit « Oh ça va aller, j'ai vu bien pire ». Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi. Renfield de Chris McKay, à qui on doit les nombreux films Lego déjà, avec donc Nicolas Hoult, Nicolas Cage et Awkwafina. Est-ce que vous avez été saisi par le charme mordant de cette comédie horrifique, Arthur ? C'est toi qui commences tous les soirs ce soir parce que t'es mon frère. T'es un bâtard, tu sais que je suis en train d'avaler un truc. Oh là ! Ce n'est pas un cafard. C'est une salade, on précise. Ce n'est pas un mille-pattes, ce n'est pas un insecte. Pour le contexte. Alors, il y a une règle intangible qui est que Nicolas Martin ne donne jamais son avis, mais j'aimerais bien que pour ce film, il le donne parce que autour de cette table, c'est le seul qui a aimé le film. Moi, je me suis éclaté. Mais je comprends pas pourquoi, parce que moi, je trouve le postulat super. C'est-à-dire qu'avoir l'assistant de Dracula, qui est une espèce de mec exploité avec un patron tyrannique, avec du harcèlement moral. Il faut dire que ça commence comme ça. Ça commence dans un cercle de discussion où un cercle de discussion autour des relations toxiques. Et donc, c'est vraiment une comédie horrifique. Ouais. Et donc, Renfield, rappelons que dans le Dracula de Bram Stoker et dans toutes ses déclinaisons, c'est donc le servant qui devient fou, qui prépare l'arrivée du maître, qui en général est emprisonné d'ailleurs, et qui mange des insectes sans que ça lui donne aucun pouvoir par ailleurs. En tout cas, dans le c'est l'âme damnée de Dracula. L'âme damnée de Dracula qui est sous son emprise en attendant. Avec le chantage de se faire mordre et d'être transformé en vampire, ce que Dracula ne lui accorde jamais. Donc c'est vraiment le paillasson de Dracula. Et en fait, je trouve que la manière dont c'est amené comme étant justement un film qui va parler d'une relation toxique et pas juste toxique rigolote. Non, on parle de harcèlement moral, on parle d'agression. Enfin, c'est une réflexion que je trouve hyper intelligente. Comment reprendre une grande légende de la mythologie et le transformer en monstre, mais pas un monstre qui fait peur, mais un monstre dans la société actuelle. Ça, c'est hyper pertinent. Et en plus, je trouve que c'est très bien amené avec cette notion de cercle. Le problème que j'ai, c'est que le meilleur élément du film, on va pas se mentir, c'est Nicolas Cage, qui s'éclate et qui est formidable. Vraiment, moi je trouve qu'il cabotine un peu, mais c'est volontaire. Je trouve qu'il est vraiment. Pas un peu, il cabotine complètement. Ouais, mais c'est génial. Je trouve ça trop bien en fait. C'est vraiment du pur Nicolas Cage. Le problème, c'est qu'en fait, on comprend assez vite que ça va pas être lui le centre du récit. Voire même qu'en fait, ça va pas être. Je vais te dire ça à chaque fois. Ouais. Voir que ce n'est pas cette relation qui va être au centre du récit, mais la relation entre Renfield et cette policière jouée par Awkwafina, qui n'est pas une actrice que j'aime énormément à part dans Farewell. Ce qui fait que du coup, moi j'ai une deuxième partie. Pas mal dans Shang-Chi. Ouais. Si, elle est assez drôle. Bon, bref, peu importe. Putain, toi qui défends un Marvel plus que moi, c'est rare. Le problème, c'est que moi je trouve que la deuxième moitié du film, du coup ça tombe à plat. Moi, je m'en fiche un peu. Et en fait, ce qui m'intéresse, à la limite, c'est la confrontation entre Renfield et Dracula, mais en fait, elle se passe
assez souvent un peu pas hors champ, mais on la voit pas beaucoup. Puis quand on la voit, ça part dans des espèces de manipulations, de manigances avec des gants. Arthur, attendez. Est-ce que vous êtes la même personne qui vient de parler de Fast and Furious juste 5 minutes avant ? Parce que Renfield, c'est du divertissement bête et méchant, relativement drôle, je suis pas relativement malin et relativement violent. Mais ni plus ni moins. Il se prend un peu au sérieux. Mais arrêtez, ça se prend pas du tout au sérieux. Moi, je trouve que c'est de la grosse comédie lourdingue. Non, vas-y Simon, ça se prend tellement au sérieux que c'est quand même des génies qui se sont dit on va parler de relations toxiques. Mais les gars, Dracula est un vampire, c'est quelqu'un qui est un parasite qui suce le sang des vivants. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Dans ce cas-là, il fallait être beaucoup plus léger sur la partie discussion. Qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique, machin. Je comprends pas du tout pourquoi vous le prenez au sérieux, alors que c'est vraiment, pour moi, du 4e degré. C'est pas que je le prends pas du tout. Je prends pas du tout ce film comme une sorte de fable sur, regardez, Hollywood va prendre à bras le corps un sujet de société sur les pervers narcissiques. Pas du tout. C'est évidemment. Dans ce cas-là, il fallait pas lui donner une telle place dans le film. Ça prend un temps infini pour quelque chose en fait qui n'est pas propre et qui n'est pas résolu. Non mais surtout qui n'est pas propre à ce film, qui est propre à la nature du vampire. Donc déjà, si tu veux, le film arrive avec un point de vue. Vous êtes chiant. Ben non. Vous êtes d'un ennui. Non mais attends. Et en plus, il y a un autre problème, si tu veux, c'est que tu l'as dit, Nicolas Cage, c'est une merveille de cabotinage. En plus, c'est une merveille de cabotinage qui est particulièrement bien servie parce qu'il y a plein de séquences autour de lui qui sont des hommages à soit certaines périodes du cinéma, par exemple son introduction qui est un hommage au muet, à un moment où il est, on va dire, tout putrescent, qui est un hommage à tout un autre pan du cinéma d'horreur et du cinéma vampirique. Bref, ce que je veux dire, c'est que le traitement du personnage de Nicolas Cage est vachement bien. Sauf que Nicolas Cage, il est sacrément secondaire. En fait, on est devant un film. C'est comme si Spielberg, quand il avait fait Jurassic Park, à un moment, il s'était dit, eh bien, attendez, là, il y a la tempête, tous les généticiens doivent repartir au Costa Rica. J'aimerais les suivre au Costa Rica parce que ça a l'air intéressant. La condition de généticien au Costa Rica, finalement, les dinosaures, ça m'emmerde. Et cette blague est nulle. Et ça non, c'est pas une blague, c'est une comparaison extrêmement éclairante. Mais extrêmement éclairante, on parle d'un film de seconde zone, une comédie lourde. Ah mais voilà, on est d'accord, c'est un film de seconde zone. Oui, mais bien sûr, mais je dis pas l'inverse, c'est une comédie potache. Oui, mais le problème, c'est que cette comédie potache, au bout de 20 minutes, et les 20 premières minutes sont plutôt très agréables, elle a abattu toutes ses cartes. Les séquences d'action gore sont systématiquement basées sur les mêmes ressorts, c'est toujours du démembrement. J'ai jamais vu autant de bras arrachés dans un film. Et alors c'est fun ? Bah c'est fun une fois, c'est fun deux fois. Alors pourquoi c'est plus fun dans Terrifier 2 qui est quand même une merde scénaristique et réactionnaire et misogyne, alors que là franchement c'est un film qui prend plutôt la température de son époque et qui est assez rigolote. Alors je te laisse à tes approximations politiques et qui nous rappellent qu'évidemment tu avais vu dans Avatar un film réactionnaire et misogyne. Mais parce qu'il y aurait bah rien. Bah voilà, c'est bien ce que je dis. Non, plus sérieusement, bah excuse-moi, mais dans Terrifier 2, j'ai pas deux mises à mort comparables, j'ai pas deux mises à mort semblables. Là, j'ai 200 mises à mort semblables. Non, et puis alors attention. Mais si, et puis surtout, enfin vraiment, c'est ce qu'a dit Simon, mais je suis d'accord. Le centre du récit, on te dit pendant les 20 premières minutes, ça va être cette relation toxique. Et puis d'un seul coup, il y a Aquafina. Et t'as cette espèce de fausse romance, relation. Enquête le personnage est drôle, c'est un personnage de stand-up. Enfin, ça vous arrive de rigoler en vous brûlant avec un allume-cigare, je sais pas. Je vais essayer de. C'est pas un grand film. Ça m'ennuie d'avoir à défendre ce film parce que c'est vraiment juste. Si vous avez envie d'aller prendre un petit coup de fun avec vos potes au cinéma, aller voir Phase 10. Non, alors certainement pas. Je pense que c'est bien plus intéressant. Alors, j'ai pas vu Phase 10, donc je pourrais pas comparer parce que moi, je suis intellectuellement honnête, contrairement à vous. Mais franchement, c'est une excellente comédie gore de série Z, un peu basse du front, rigolote. Je sais pas. Il a deux doigts de dire qu'on déconnecte son cerveau. T'as vu ? Je vais préciser d'emblée que je parle évidemment d'un point de vue tout à fait subjectif, et si je le précise, c'est parce que je pense que c'est plus subjectif que d'accoutumé. Le problème que j'ai avec Renfield, moi, est que, bon, d'un point de vue, et peut-être que tu diras, Nicolas, que je suis pas un mec marrant, moi, personnellement, c'est pas un film qui me fait me bidonner, mais alors pas du tout. Il y a deux, trois vannes qui fonctionnent, il y a 2-3 moments rigolos, je suis d'accord, et Nicolas Cage, de fait, est très drôle dans le film, c'est vrai, il faut le souligner. Moi, je trouve que, d'un point de vue de mise en scène, c'est au mieux parfaitement accessoire, au pire assez scandaleux, hein, les scènes de pseudo-baston kung-fu, c'est illisible et c'est vraiment compliqué. La baston à hôtel, elle est hyper drôle, ça n'arrête pas, ça non, elle est pas drôle, elle est illisible. Le fait est que moi c'est un film, je suis sorti de la salle en me disant bon, je m'attendais pas à un film réussi, de fait je trouve pas le film réussi, ok, très bien, mon a priori pour le coup est tombé un peu juste. Et puis à la réflexion, c'est un film qui m'a rendu un peu triste. Pourquoi est-ce qu'il m'a rendu triste ? Pour une raison très simple. Nicolas Cage, ça fait quand même un bon moment maintenant, je dirais au moins 5-6 ans, qu'il est un peu revu en état de grâce aux yeux du public et aussi un peu aux yeux de la critique. Pourquoi ? Parce que Nicolas Cage a toujours été, depuis ses débuts, un acteur effectivement
cabotin. C'est un acteur qui est porté par une espèce d'énergie débordante, par un survoltage permanent, et plutôt que de se canaliser, même s'il est capable quelquefois de se canaliser et d'être plutôt sobre, il a souvent besoin d'injecter ce survoltage naturel dans ses personnages pour leur donner corps. C'est quelque chose qui a été beaucoup décrié. Moi, j'ai grandi avec l'idée que Nicolas Cage, c'était un acteur de merde. J'ai vraiment grandi avec cette idée-là. Au début des années 2000, Nicolas Cage, il prenait des fions de partout. Le truc, c'est que Nicolas Cage, il y a une époque où son style de jeu très particulier, son identité unique dans le paysage hollywoodien, était conspué par la critique, ignoré de temps en temps par le public, mais malgré tout défendu corps et âme par une part très importante des cinéphiles qui disaient en fait vous ne comprenez pas du tout, ce mec-là il a inventé son propre style de jeu, il a inventé ses propres codes, il a fait sien le métier d'acteur, il a une personnalité unique en son genre. Aujourd'hui, grâce à des films comme Renfield, grâce à des films comme Un talent en or massif où il jouait, évidemment en grossissant le trait, son propre rôle, on pourrait se dire, bon bah très bien, c'est une bonne nouvelle, Nicolas Cage il est revenu en état de grâce, enfin les gens se rendent compte qu'il a un vrai talent. Mais Alexis, Nicolas Cage il fait du De Niro dans Mon beau-père et moi, c'est la même chose, il pousse les potards au maximum, c'est pas la question, il est devenu un acteur de série B, il assume totalement l'outrance enfin de son jeu qui colle avec le fond du film. C'est pas la question, c'est pas la question. Ce qui moi m'attriste, c'est que aujourd'hui, le talent, la particularité de Nicolas Cage, on pourrait se dire de loin qu'elle a été réhabilitée. En fait, c'est pas vrai. Elle a été instrumentalisée par Hollywood. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on monte des projets, non pas parce que le scénario est intéressant, non pas parce que la personne qui est derrière la caméra a quelque chose d'intéressant à proposer. Non, on monte un film sur est-ce que Nicolas Cage va pouvoir faire le cabotin dedans et du coup nous garantir des entrées ? Oui. Let's go. À partir de là, peu importe que le film soit complètement accessoire, peu importe que le traitement de Dracula n'ait en fait strictement rien d'intéressant, peu importe que les personnages secondaires soient des archétypes grossiers, hyper lourds, qui ralentissent le film et qui empêchent le tempo comique de véritablement s'envoler, c'est pas grave. On a Nicolas Cage qui va gueuler des trucs en faisant les gros yeux et ça va nous garantir du box-office. Bah moi, le fait de savoir que ce mec-là, qui quand même a été capable de sortir des prestations complètement dingues dans des films, j'en cite un, Snake Eyes de Brian De Palma, qui sont aujourd'hui des films hyper respectés, mais qui à l'époque ont grandement pâti du fait que Nicolas Cage n'était pas en odeur de sainteté auprès du public et surtout auprès de la critique. Moi, de voir qu'aujourd'hui, ce mec-là, qui rappelons-le, tourne des films parce qu'il a 4 ou 5 ex-femmes qui lui réclament des pensions alimentaires gigantesques et qu'en fait la seule raison pour laquelle il continue de tourner c'est parce qu'il a besoin d'alimenter ses pensions alimentaires. Et c'est pour ça qu'il fait des merdes comme Willy's Wonderland et tout, quoi. Sinon il aurait déjà arrêté sa carrière il y a 15 ans, il aurait fait autre chose, il n'en a plus rien à secouer. Effectivement, le fait que ce mec-là soit instrumentalisé à ce point-là par Hollywood, eh ben, ça m'attriste. Moi, je trouve pas le film détestable du tout, je le trouve pas bon non plus, je le trouve inintéressant. Mais dans ce film inintéressant, il y a cet aspect-là qui me fait mal au cœur. Mais moi, je voudrais compléter un peu ce que dit Alexis. Il faut bien voir qu'au tout début de sa carrière, Cage, il se fait putréfier par la critique. Dans des films comme Peggy Sue s'est mariée, notamment, je veux dire, on le pointe du doigt comme un nulard, vraiment un énorme nulard. Et il va petit à petit, à coup de... On rappelle que c'est le neveu de Francis Ford Coppola. Le vrai nom de Nicolas Cage est Nicolas Coppola, pour ceux qui l'ignorent. Et à coup de tentatives, d'expérimentation, il va finir par gagner ses lettres de noblesse, notamment dans le cinéma d'auteur américain. Je vous renvoie à l'excellente biographie qui a été publiée chez Capricci de Lello Jimmy Battista à son sujet, qui est passionnante. Et attends, et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, à un moment, la critique lui est à nouveau retombée sur la tronche parce qu'il s'était mis à faire des séries B dégueu. Le public a commencé à se foutre de sa gueule et à le voir comme un raté. Les cinéphages ou les cinéphiles aujourd'hui qui ont à peine 20 ans, eux, ils ont quasiment toujours connu Cage jouant dans des films de merde. Et tout d'un coup, il est revenu en grâce avec Mandy, qui est un film qui se moque de lui. Où il se moque de lui. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pire que ça. C'est pas tant qu'il est instrumentalisé, c'est que c'est devenu un mème dont on rigole et pas avec lequel on rigole. Et ça, je trouve ça vraiment aussi un petit peu triste. Et enfin, non, moi, le plus gros problème du film, c'est qu'il est centré sur Nicolas Hoult. Et honnêtement, ceux qui ont pris son charisme quand il avait 6 ans sont priés de venir le rendre en caisse numéro 6, s'il vous plaît. Enfin, toujours est-il que si vous voulez, c'est l'été, si vous voulez rigoler avec des copains, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film en plein air avec du popcorn, de la bière, vous passerez un excellent moment, contrairement à ce que ces pisse-froids vous disent. C'est une petite comédie homérifique qui ne vaut rien de plus qu'une série B, voire Z. Mais c'est un très bon moment et on s'amuse quand même vraiment bien et j'en ai rien à foutre parce que c'est moi qui ai le mot de la fin et je vous emmerde. Renfield de Chris McKay avec Nicolas Hoult, Nicolas Cage et Awkwafina. Est-ce que vous êtes plutôt manger un cafard vivant ou rouler une pelle à Éric Zemmour? Vous pouvez nous le dire dans les choses sensiblement similaires, oui. C'est la même chose. Bah toi, il y en a un qui a une espérance de vie manifestement plus importante que l'autre. Hein. Ouais, je pense que je mange le cafard. Hein. Et d'ailleurs, à propos de cafard, vous connaissez la blague du cafard? Putain, à chaque film. Elle est écrasante, non? Je suis pas loin.
Pas loin. La blague du cafard, elle Elle est... craque? Non, je sais pas. La blague du cafard, elle est déprimante. Ah, dans ce sens-là, c'est parce La qu'il y a une suite. licence poétique. La suite avec le retour de Robin Campillo, 6 ans après son film multiprimé, 120 BPM, Grand Prix à Cannes, César du meilleur film, meilleur scénario, meilleur espoir masculin, meilleur second rôle, blablabla. 2 salles, 2 ambiances. Dans ce nouveau film, donc L'Île Rouge, Campillo revient sur ses souvenirs d'enfance dans une base militaire française à Madagascar, juste avant le soulèvement de la jeunesse malgache. C'est en 1972. Ça nous fera un souvenir. Je veux pas de souvenir. L'Île Rouge de Robin Campillo, qu'en avez-vous pensé 6 ans entre 2 films, surtout après le succès de 120 battements par minute, autant dire qu'on attendait un peu Robin Campillo au coin du bois. Moi j'étais même surpris que Robin Campillo soit pas à Cannes, pour être tout à fait honnête, Alexis. Ouais, j'ai été surpris par ça. On a eu dans le monde de la presse plein de sons de cloche que je vais pas nécessairement dévoiler parce que j'ai pas les preuves, mais apparemment le film... en tout cas ceux qui ont fait le film, donc Robin Campillo et ses producteurs avaient très très envie d'aller sur la croisette, et puis finalement ça s'est pas fait, donc ils ont choisi une date de sortie post-Cannes en prévision d'une potentielle sélection qui du coup n'a pas eu lieu. Donc j'ai l'impression que malheureusement le film est un peu sorti dans l'indifférence générale parce que vous doutez bien que quand le festival de Cannes se termine, tout le monde a bouffé du cinéma au petit-déj, au déjeuner, au dîner, on en a marre, donc on va pas voir les films qui sortent. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait ici parce qu'on a pris une semaine de pause. Oui, enfin tout le monde, pour les gens dans le milieu du cinéma. Ah, par ailleurs, mais le problème c'est que... Ce que je veux dire, c'est que c'est un positionnement médiatique qui est très compliqué pour le film. C'est un positionnement médiatique qui est compliqué et que les grosses sorties sont plutôt éloignées du festival de Cannes parce qu'on sait que les médias vont être remplis du festival. D'autant plus compliqué que Robin Campillo, exception faite de 120 battements par minute, qui a été à l'époque quand même un film qui a fait pas mal de bruit, tant du côté du public que du côté de la critique, sans être un succès mirobolant non plus, faut pas exagérer, mais à l'exception de ce film-là, qui a été en plus primé par plusieurs Césars, Robin Campillo, c'est pas un cinéaste grand public. Son précédent film, c'était Eastern Boys, tout à fait, qui était son premier long métrage. C'était son premier long, et je crois qu'Eastern Boys, c'est 50 000 entrées. C'est un tout petit score. Donc, quand on est un cinéaste pas habitué du grand public, que le film sort juste après le festival de Cannes et qu'en plus il n'a pas bénéficié de l'exposition médiatique de Cannes, puisque c'est même tout le contraire, il est enterré par l'exposition médiatique de Cannes, c'est un démarrage annoncé comme catastrophique. Je vous avouerai que j'ai pas lu les chiffres là récents du film, mais je crois que le démarrage n'est pas très bon. Robin Campillo, Simon, ce qui est aussi très très surprenant, c'est que autant on pouvait voir une thématique commune entre Eastern Boys qui racontait une histoire d'un homme mûr qui avait recours au service d'un prostitué russe qui finissait par dépouiller son appartement et puis qui se transformait en histoire d'amour. 120 BPM racontait donc l'histoire de la communauté gay, de la naissance d'Act Up France dans les années SIDA. Et là, on voyait dans Robin Campillo quand même un réalisateur gay, queer, LGBT qui prenait à bras-le-corps un peu comme Alain Guiraudy les thématiques de la sexualité, de l'homosexualité. Là, on est à 1500 lieues. On est à 1500 lieues parce que tout simplement, il va puiser dans ses souvenirs, lui, de jeunesse, parce qu'il a connu cette période-là, enfant, à savoir le moment où il a grandi là-bas. Oui, c'est ce que je dis. L'histoire du film, ce sont ses souvenirs de jeunesse. Et il faut bien voir que c'est, encore une fois, du coup, un film quand même très politique et très engagé, même si on n'est plus sur le thème de l'homosexualité ou dans un cinéma queer à proprement parler. On est dans un cinéma qui n'est pas évident à faire en France. Réussir à faire du cinéma politique sur la colonisation ou la décolonisation ou le rapport de l'État français et de ses représentants avec ses colonisés, c'est un petit peu comme inviter un vegan à une soirée brochette, si tu veux. C'est compliqué d'avoir des subventions, c'est compliqué d'avoir de la visibilité et ça met tout le monde très mal à l'aise. Alors il y a des excellentes brochettes de poivrons courgettes, c'est un autre problème. Non, il faut préciser juste l'histoire du film. L'histoire, on est donc à Madagascar dans les années 70 et on va suivre notamment l'histoire d'une famille dans une base militaire d'aviation française. Et c'est essentiellement la vie de cette famille et particulièrement vue à travers les yeux de l'un des enfants, de l'un des garçons, dont la façon de percevoir le monde des adultes en attrapant des moments auxquels il n'est pas invité de manière subreptice va être mis en parallèle avec des épisodes de la série Fantomette qui est pour les gens, moi j'ai connu Fantomette, la Bibliothèque Rose, qui était une série très très populaire de Bibliothèque Rose pour les enfants. Voilà pour le pitch.
Démerde-toi avec ça. Oui, alors là, on a ce qui est passionnant dans le film, ce qui fait montre quand même d'une très belle ambition, parce que ce que je veux dire, c'est que le film n'est pas simplement un brûlot politique ou une déclaration politique. C'est un film qui vise aussi à être sensuel, sensoriel, à être une évocation d'une époque, ou plutôt de la fin d'une époque, donc qui va aussi bien aller taper sur les questions politiques, les questions diplomatiques, mais des questions aussi très humaines, très sensibles. C'est une très très belle ambition. C'est à la fois ce qui fait sa force, c'est aussi ce qui fait sa limite à mon sens, parce que la réussite du film, c'est quand même, évidemment, on a beaucoup parlé, tu l'as dit, de Campillo comme d'un réalisateur queer. On a parlé de Campillo pour l'importance politique que revêtait son film, 120 battements par minute. Faut pas oublier que c'est un vrai metteur en scène de cinéma qui sait et aime cadrer, qui sait et qui aime mettre en scène. Si vous regardez ne serait-ce que la bande-annonce ou les affiches du film, vous allez voir qu'il y a une ambition plastique, visuelle, qui est vraiment à prendre en compte, quoi. Et c'est pas un manche. Loin s'en faut. Par contre, et après je vais passer la parole à mes petits camarades, je trouve que visuellement, comme scénaristiquement, comme dramaturgiquement, le film est un peu écartelé entre ses différentes ambitions. Par exemple, le film essaye comme ça de nous donner à ressentir ce que pouvait vivre un petit enfant à Madagascar dans les années 70, qui commence à percevoir ce bouillonnement, ce qui fait que tout va péter, mais sans le comprendre forcément. Le film est à la fois extrêmement réussi dans sa manière de nous plonger dans le regard de cet enfant, et en même temps je le trouve extrêmement fabriqué, quoique très bien fabriqué, mais très fabriqué en termes de studio. Je sens que l'essentiel, me semble-t-il, a été post-synchronisé, je sens que le son a été beaucoup retravaillé en post-prod, et du coup à la fois je suis face à un objet de cinéma que je trouve admirablement bien fait, mais qui en même temps me paraît très construit. Alors, on reparlera de la mise en scène qui est effectivement magnifique. Le film est tourné en 4/3, la photo est remarquable, il y a plein de moments de travail sur les détails, sur la matière dont on pourra reparler. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que quand tu dis que le film raconte l'histoire de la révolte malgache vue à travers les yeux d'un enfant, l'enfant ne voit rien de tout ça. Et c'est exactement ce que je t'ai dit, qu'il voit des choses qu'il ne comprend pas. L'enfant voit la vie des adultes français et des colons français, entre guillemets en tout cas, de ce qu'il reste de la colonisation française, puisque l'île a été décolonisée officiellement, mais il reste des bases militaires, et c'est l'histoire du retrait de ces bases militaires de l'île de Madagascar. Mais justement, moi je trouve que c'est un des problèmes, mais je veux vous entendre avant qu'on en débatte, l'un des problèmes de ce film-là, c'est que le film ne choisit jamais vraiment l'histoire qu'il veut raconter. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de la révolte malgache, et je pense même que c'est l'un des grands défauts du film, c'est-à-dire que le film est vu du début jusqu'aux 10 dernières minutes, toujours à travers le prisme de l'enfant ou via des flashbacks, et d'un seul coup à la fin le film décolle de ce prisme-là pour nous raconter une histoire politique qu'il ne nous raconte quasiment pas, ou de manière très 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 lointaine dans tout le reste de sa narration. Arthur. Alors pour le coup je suis pas vraiment d'accord avec toi, parce que effectivement on voit à travers le gosse, et c'est intéressant parce que lui c'est un enfant, donc il est à moitié à essayer de cerner ce qui se passe, et en même temps il est dans son imagination. Ça passe par effectivement les scénettes fantomètres que moi je trouve très belles, mais ça passe aussi par un enfant qui regarde à travers une vitre teintée, abîmée, où la réalité se déforme selon lui, et il doit imaginer ce qui se passe derrière lui dans le monde des adultes. Sauf que c'est pas dans les 10 dernières minutes que ça devient politique. C'est dans les 30 dernières minutes. Parce que t'as tout un acte où on suit un personnage avant qu'il y ait la révolte, et déjà il y a un moment, et moi je trouve que c'est un geste intéressant, où d'un seul coup il dit: je vous ai montré pendant 1h, 1h15, effectivement ce que c'était que... Le film dure 2 heures. Hein. Le film est relativement long. 1h30. Ouais. Donc, je vous ai montré pendant... Non, mais laisse-moi terminer. Je vous ai montré pendant 1h30 ce que c'est, comment, au sein de cette famille française, on voit déjà les ressurgences de la colonisation, du patriarcat, de la domination, d'un point de vue d'un gosse. Maintenant, moi, c'est ce que j'ai vécu, parce qu'on va pas se mentir, le petit Thomas, c'est clairement le double de Campillo. Ouais. Il y a un moment, il y a un geste politique que je trouve pas intéressant, où il dit: je vous ai raconté mon point de vue, je vous ai raconté comment moi je l'ai vécu, mais en fait c'est pas moi qui est intéressant, parce que moi j'ai vu ça sous le prisme d'un blanc. Je vais vous raconter pendant 30 minutes ce qui s'est réellement passé. On peut trouver ça vain, on peut trouver ça trop facile, c'est quand même un geste politique, parce que au bout des 30 minutes, d'un seul coup le gosse est d'abord un vaste témoin, puis juste inexistant. C'est pas inintéressant, hein. Mais c'est pas que c'est inintéressant, c'est que ça part avec de très bonnes intentions, mais ça ne va à peu près nulle part. C'est-à-dire que ça ne clôt rien, et que ça se fait pas de manière très naturelle et cohérente. En fait, je suis d'accord avec toi, Simon, et je pense que c'est là qu'est le problème général du film. Je sais pas si c'est parce que Campillo se livre à cœur ouvert dans le film, parce que de fait c'est le cas. Il parle de sa famille, il parle de son enfance, il parle de son statut de Français qui est né et qui a passé les premières années de sa vie dans, on peut parler de colonie, on peut parler de nations sous protectorat, peu importe, en tout cas dans des bastions français à l'étranger. Je sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a dans le film une espèce de pudeur.
Et cette pudeur-là, je la trouve tout à fait respectable, je la trouve même intéressante, parce que j'ai le sentiment qu'il avance vraiment à tâtons, soigneusement, sobrement. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve que cette pudeur, elle le handicape. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit Simon, c'est un film qui, mine de rien, derrière ses atours de collection de souvenirs, de collection d'images mentales de Campillo, eh ben en fait, c'est un film qui pose plein de questions super intéressantes. Qu'est-ce que c'est que d'être français quand on ne vit pas en France ? Qu'est-ce que c'est que de naître français quand on ne naît pas et qu'on ne grandit pas en France ? Au fond, qu'est-ce que l'identité française ? Qu'est-ce que le racisme institutionnel ? Qu'est-ce qui se passe quand cohabitent dans un même territoire deux populations, une endogène, les Malgaches, une exogène, les Français qui viennent coloniser Madagascar, qui ne vivent dans le même environnement mais ne vivent pas les mêmes problématiques politiques. En fait, il y a plein de questions, il y a plein de sujets qui sont passionnants et qui auraient tous pu individuellement faire un film entier. Mais qui ne sont pas abordés frontalement. Parce Mais que c'est ce que dit Alexis. on est exactement mélangés. Mais non, mais c'est pas que c'est pas abordé frontalement, c'est pas abordé, point. Du tout. C'est pas abordé. Alors, pas tout. Non, Non, je c'est suis pas vrai. pas vraiment Dans d'accord, la je dernière vous trouve partie. dur. Dans la dernière partie, d'un seul coup, mais non, devient parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait comme une sorte de sortie du film, en et fait, de passage. qu'est-ce qu'il fait Campillo dans cette dernière partie ? Complètement décorrélé Ouais, du mais reste du film. Qu'est-ce qu'il fait dans cette dernière partie ? Il fait il applique un principe d'écriture, alors qu'il y a un nom très barbare, mais qui a une explication très simple, c'est ce qu'on appelle la dilution de la fonction sujet. C'est-à-dire quand un film décide, s'octroie le privilège à un moment de faire une rupture totale de point de vue et de changer de personnage principal. Exemple de film récent, Sicario qui abandonne Totalement. son Sicario personnage. est un très bon exemple récent. L'exemple canonique, parce que c'est le premier film à l'avoir fait de manière hyper tranchée, hyper spectaculaire, C'est le Josiane, Psychose. 45 ans. Non, Ah, pardon, non, parce Josiane, qu'à la on change fin- très- Pourtant, elle se fait diluer le sujet. Hein. Waouh. Waouh, très beau rebond du joueur français. Non, l'exemple canonique, c'est évidemment Psychose, où on passe quasiment 1 heure de film avec Marion Crane, qu'on ne quitte jamais, et puis d'un coup, elle se fait buter, et là, d'un seul coup, Simir le spoil. le personnage principal devient Norman Bates, puis la sœur de Marion Crane qui enquête sur sa disparition. Et ce geste-là, il avait beaucoup choqué le public à l'époque, parce que les gens s'étaient dit, waouh, mais si un film s'autorise de changer de personnage principal comme ça d'un claquement de doigts, et ben en fait, le cinéaste peut tout s'autoriser, le cinéma est surpuissant. Donc c'est un geste qui est hyper fort. Bien sûr. Et c'est ce que fait Campillo. C'est-à-dire Oui, qu'à un mais, sauf, moment, mais sauf qu'il le fait dans les 15 minutes. 15 Exactement. Non, je te jure, montre à la main, j'ai regardé. Je vais te dire exactement pourquoi. Parce que nous, on a une coupure de courant et que le film s'est interrompu 1 demi-heure avant la fin. Et donc, j'ai regardé exactement et j'ai surveillé l'heure. Et le moment où on passe sur l'autre personnage, vraiment, et sur cette espèce de fin politique, c'est vraiment les 15-20 dernières minutes. C'est vraiment toute la fin du film. C'est-à-dire que même peu importe le timecode précis, on va se mettre d'accord, c'est le dernier quart du film. Voilà. Voilà. Il faut bien se dire que ce dernier quart impose à Campillo, puisque justement il y a une rupture de point de vue totale, impose à Campillo de réinjecter dans son film des problématiques politiques qui jusqu'alors servaient juste de toile de fond et n'étaient pas approfondies. Très lointaine. De recaractériser des personnages Bien qui sûr, étaient jusqu'alors des personnages tertiaires et qui deviennent des personnages principaux. Il faut les recaractériser et de produire un discours. Mais en fait, il a juste pas le temps. C'est-à-dire qu'il est pris à son propre piège. Moi, je pense que là où il a peut-être péché, c'est que il a tellement d'intérêt et tellement une pulsion, je pense, à la fois nostalgique et cathartique de filmer son enfance et de filmer sa vie de famille et de filmer toutes les problématiques liées à cette vie de famille, qu'en fait, il passe trop de temps dessus et quand d'un seul coup, il essaie de raccrocher les wagons avec son projet initial qui était du coup de mêler la vie d'une famille de colons, et la vie des citoyens malgaches en pleine transition politique, et d'un seul coup, il a plus le temps, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il plie les Gaules très très vite, il expédie tout ça, et en fait, le film laisse sur un vrai sentiment d'inachevé, et moi, c'est ça qui me pose problème. Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est intéressant parce que je suis sorti du film et je pensais la même chose que vous, et c'est en fait en vous écoutant que du coup, je me rends compte que je suis pas vraiment d'accord et que je vous trouve un peu dur parce que effectivement, il se concentre sur ce que lui, il a vécu, sur ses souvenirs à lui. Sauf que, en fait, n'oublions pas que pendant 1h30, on suit un gosse qui voit la violence frontalement. La violence d'un couple, la violence d'une famille et la violence des Blancs envers les Malgaches. Et c'est pas anodin que du coup... Il voit pas du tout la violence. Je ne dis pas. Mais bien sûr c'est que pas vrai, si. Arthur. Il ne voit pas la violence. Il y a aucun moment où c'est représenté et où lui s'insurge de voir le traitement qui est mais fait. c'est pas qu'il Parce que les s'insurge, c'est un Malgaches, gosse de 8 Il y a ans. une scène au tout début avec l'assistant malgache qui n'est pas là pour replier le tuyau. Et ensuite, ils disparaissent. Je suis pas d'accord. Totalement du récit. Mais je suis pas d'accord. Rien que par la présence des Blancs ici, il y a une forme de violence qui est la scène des manifestée. prostituées, mais la scène des prostituées, c'est un truc, c'est complètement Mais il y en annexe. a Ça n'est plusieurs pas son comme ça. récit. Non, franchement, je Il ne trouve parle pas de ça, c'est de Alexis. l'arrière-plan. C'est C'est de l'arrière-plan. C'est Ça n'est peut-être de pas son l'arrière-plan. récit Il politique. le Ça n'est fait pas est. ça n'est pas sa narration, Arthur. Je vous trouve dur. Le fait est que on est quand même un C'est parce gosse que tu qui est m'excites. témoin de la violence et à la fin, il a ce point de vue qui est quand même pas évident de dire
maintenant que les Blancs sont partis, voyons ce qu'ont vécu les colonisés et voyons comment eux vont se révolter. Franchement, je suis désolé, je trouve que c'est pas entièrement réussi. Je trouve que moi aussi à la fin, j'ai trouvé le film un peu vide et un peu creux, mais on peut pas enlever le fait que c'est un geste que je trouve fort. Encore une fois, ce qu'il est important de dire, c'est que L'Île Rouge n'est pas un mauvais film et c'est même un assez bon film. Vraiment, pour ce qui me concerne, et bon, vous savez que j'ai pas le droit de donner mon avis, mais comme vous êtes un peu médiocre, il me semble qu'il est important de réélever un peu les auditrices et les auditeurs, de relever un peu le niveau du débat. Parce que Sophie n'est pas là. Si Sophie serait là, j'aurais pas besoin de donner mon avis. Malheureusement, elle est pas là, donc il faut bien que je prenne un peu la place de l'intellectuel du groupe. Mais Sophie, t'es ma préf. Bref, non, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, moi, j'ai le travail sur l'image, le travail sur la photographie, encore une fois, le travail sur les comédiens aussi, les mises en scène de photomètres, tout ça, je trouve que tout ça est remarquablement et admirablement fait. Moi, le problème que me pose ce film et que je regrette vraiment parce que tout en moi envie d'aimer ce film, mais c'est que à force de se préoccuper finalement de son cadre, à force de se retourner vers sa narration et vers son émotion, et donc de tout transférer sur son personnage d'enfant, je ne comprends plus exactement quelle est la ligne narrative qu'il veut suivre. Et effectivement, et c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est un film qui, avec toutes les qualités intrinsèques qui sont les siennes, m'ennuie. Je m'ennuie en regardant ce film. Mais je pense, en fait, le fond du problème, c'est que tu l'as dit, c'est plutôt un bon film, bien indiscutablement, et qui en plus s'empare d'un sujet qui est rarement, voire quasiment jamais... Mais qui s'en empare pas tout à fait, Simon, c'est ça le problème. Non, on n'est pas d'accord avec la manière dont il s'en empare, c'est plutôt ça. Mais je veux dire, il traite un sujet qui n'est jamais traité par le cinéma français, qui n'existe pas dans le cinéma français, qui est un angle mort du cinéma français, et rien que ça, c'est intéressant, et c'est une source de curiosité, et pour moi, d'attrait pour le film, qui, en plus, on l'a déjà dit, a des qualités plastiques, visuelles, de mise en scène remarquables. Mais en fait, le vrai problème, je pense que j'ai l'impression que Campion n'était pas certain du film qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'en réalité, le film pourrait n'être qu'une évocation des souvenirs de ce gamin et du rapport à son père, parce que il y a quelque chose qui a quand même un éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, c'est que le personnage du père, qui est globalement le personnage central et le pivot narratif du film, évidemment. Pour moi, c'est un peu la mère. Je pense que c'est plus, je pense que c'est les deux, mais je pense que surtout c'est le rapport du petit garçon à son père, à ce père qui est donc joué par François Truffaut et qui c'est François Truffaut, bien sûr. Oui, évidemment, bien sûr. Non, mais ça vous a pas choqué? C'est François Truffaut physiquement, il ressemble à François Truffaut de manière dingue. Il y a un petit truc. Et c'est Marion Cotillard la mère. Non, c'est François Truffaut. Ah, c'est François Truffaut aussi. Non, bref, tout ça pour dire. Non, mais tout ça pour dire que cet arc-là, c'est-à-dire cet arc de ce père militaire qui n'est pas un gradé, qui est un peu autoritaire, qui est un peu jaloux. En fait, aucun des fers qu'il a au feu ne va aller jusqu'au bout. Aucune des lignes qu'il lance à la pêche ne va ramener du poisson. En gros. Pour utiliser deux métaphores différentes. Pour prendre l'exemple du couple formé, donc on va dire leur vrai nom quand même, par Nadia Tereskevich et Queen Gutiérrez, qui est un acteur espagnol. Le truc, c'est que ce couple-là, on voit dès le départ qu'il y a un déséquilibre. Et un déséquilibre qui est en grande partie dû au contexte historique. C'est donc le mec est militaire, il n'est effectivement pas un gradé, mais il est quand même militaire. Elle est mère au foyer. Donc on se doute bien que dès le départ, il y a une espèce de déséquilibre autoritaire en faveur du mari, en défaveur de la femme. Donc on sait, en tant que spectateur, on a l'habitude de ces codes-là, on sait que le couple, à un moment, va commencer à se fragiliser. Et ça va être évidemment un enjeu scénaristique du film, je n'en dis pas plus. Moi, par contre, ce qui m'a assez léger. Ce qui m'a perturbé, c'est pas le fait que ce couple se fragilise, je m'attendais à ce qu'il se fragilise. Ce qui me perturbe, c'est que le film, à aucun moment, ne me dit explicitement pourquoi il se fragilise. C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, ok, j'ai compris la situation initiale, mais cette situation initiale n'a pas été développée, et pourtant les personnages me donnent l'impression d'avoir évolué dans leur relation. Il me manque quelque chose, il me manque en fait un film narratif cohérent. C'est ça, et il ne va pas jusqu'au bout. Mais je vous trouve hyper dur, c'est les souvenirs d'un gosse. Attends, non. Mais justement, c'est pas les souvenirs d'un gosse, parce qu'il s'interrompt à la fin pour basculer complètement dans le discours politique. Le problème, c'est qu'il ne termine pas son film de gosse, et il ne fait pas en entier son film politique. Il a raison. En gros, Simon vient de résumer, la scène de photo finale, où il y a une phrase qui est lâchée, là genre, oui, mais on n'ira pas jusqu'au bout. Et on ne saura pas pourquoi c'est censé être cette photo-là. C'est une phrase qui est... et en fait, il ne va à aucun des bouts des fils narratifs qu'il lance, et donc il fait un film monde dans lequel, qui veut être un film politique, un film intimiste, un film de mémoire. Je vais te dire à quoi ça m'a fait penser, Arthur. Parce que les films de souvenirs...
À la soupe aux choux, exactement. Non, des films de souvenirs qui te prennent, qui t'attrapent par le col et qui ne te lâchent pas. Des films de souvenirs et de mémoire. Il y en a des très beaux, où tu t'ennuies pas une seconde. Aftersun. C'est pas les mêmes ambitions, parce qu'il n'y a pas les ambitions politiques, mais bien sûr que si, parce que le jeune Campillo, à travers le regard du petit Paul, il te fait une sorte de souvenir de cet été ou de cette saison qui était la dernière saison de sa vie et qui va transformer avant la transformation. Je vous trouve dur. Non mais je suis d'accord avec vous. En fait, c'est ça le pire, c'est que je suis d'accord avec vous. Mais parce qu'on est excellent, c'est pour dur. Ça. Enfin, surtout je suis d'accord Simon, avec vous. parce que moi, surtout Sophie, mais enfin surtout Alexis. Mais je vous trouve dur. Pourquoi personne réagit sur celle-là depuis tout à l'heure? Je l'ai dit 3 fois. J'essaye de trouver une blague dégueulasse à faire et j'ai pas. Non, mais ça, le problème, c'est que moi, elles sont toutes dégueu, donc je les fais pas. Bon, on va avancer. Oui. En tout cas, non, mais on serait très intéressés parce que. Oui, encourageons les gens à le voir. C'est un bon film, mais c'est un bon film qui laisse vraiment. Et je vais vous dire, sur sa fin. c'est un film qui avait sa place à Cannes. C'est un film qui aurait eu tout à fait sa place à Cannes. Indiscutablement. Et en compétition officielle. Et en compétition officielle, absolument. C'est donc l'île rouge de Robin Campillo. Est-ce que vous êtes plutôt l'île rouge? Est-ce que vous êtes plutôt l'île noire? Ou est-ce que vous êtes plutôt le trésor de Braquemar le Rouge? Allez. Vous pouvez évidemment nous dire ça. C'est ma BD préférée. Dans les commentaires, tu préfères pas les 7 boules de cristal? On y va. Ou le gros cigare du pharaon. Ah putain, il m'a eu en défaut. Les bijoux de la casse-moi le fion. Stop. Le lotus bleu triple épaisseur. Ou la biche bleue. Vos gueules. Sophie revienne. On passe aux sorties de la semaine. Une fois n'est pas coutume, un film de foot. Et une fois n'est vraiment pas coutume, un film de foot intelligent. C'est tellement pas de coutume que ce sera vite fait, mal fait. La critique en 30 secondes. Adapté de l'autobiographie Ne jamais rien lâcher. Marinette raconte la carrière de Marinette Pichon jusqu'en équipe de France. Arthur, c'est ta chronique en 30 secondes. Marinette, c'est un film qui est intéressant parce qu'il a ce défaut qui est très rare. Et franchement, vous n'allez pas nous entendre le dire très souvent. C'est un film qui est trop court. C'est un film qui a une très grande ambition de raconter... Comme mon index. Pardon. Oui, excuse-moi, je t'en prie. 30 secondes, dépêche-toi, ça tourne. Comment tu veux répondre à ça, moi? Ne répond pas, enchaîne. Allez, continue, te laisse pas continue. déstabiliser, Arthur. Il réagit au mouvement, ne le regarde pas. je regarde la table. Le problème du film, c'est qu'il veut raconter le destin de Marinette Pichon que on va pas se mentir, personne ne connaît. Pourquoi? Parce que c'est l'un des postulats du film. En fait, tout le monde se fout du foot féminin et on a beau vous dire l'inverse avec actuellement la manière dont on célèbre l'équipe de France, le PSG, Lyon, etc. C'est faux. Tout le monde se fout du foot féminin et c'est très triste. Et donc, ce que fait le film, et de manière assez intelligente, c'est de vouloir raconter tout le destin, parce que c'est un destin incroyable, de la plus grande footballeuse de l'histoire française. Sauf que, il le fait en 1h30. Et il le fait avec un budget qui est un peu réduit. Et c'est une des rares fois où je me suis dit, mais ce film aurait dû durer 2h, 2h15 et avoir le double du budget si tu veux raconter autant de choses. Parce que du coup, on a des scènes qui sont très condensées, qui vont très vite. Et on veut raconter autant la vie privée qui est très, très compliquée. Et là-dessus, il faut souligner le travail de Alban Lenoir qui est incroyable avec un père abusif, violent et dans une scène qui est vraiment un des trucs les plus choquants que j'ai pu voir ces derniers mois. Et en même temps, on va raconter son parcours à Marinette, dans un club de foot, quand elle va aller en équipe de France, quand elle va être virée d'équipe de France, quand elle va aller à Philadelphie. Enfin, il se passe plein de trucs. Et c'est d'autant plus dommage que du coup, vu qu'il n'y a pas le budget alloué, et du coup, les scènes de foot qui sont et pourtant jouées par une Garance Marié qu'on connaît de grave, qui est incroyable parce qu'elle joue vraiment au foot et ça se voit et c'est très bien fait. Mais le problème, c'est que la caméra ne peut pas avoir le budget pour la suivre totalement et faire la folie que devrait être un film sur Marinette Pichon. Et c'est dommage. C'est un film qui aurait mérité d'être plus soutenu, d'avoir plus d'argent, qui durerait plus longtemps. Et à la fin, on a un film qui est un peu bancal, malgré 2 très grandes performances. Marinette de Virginie Verrier avec Garance Marillier. Et vous êtes plutôt soirée foot avec Marinette ou soirée bouffe avec Maïté? Pourquoi pas? C'était la moins bonne de toutes. Ouais. Moi, je vote pour les ortolans. Attendez. Tu peux pas en trouver une mieux? Si. Vous savez ce que c'est qu'un M qui joue au foot? Non. C'est un Mbappé. On arrive presque au terme de cette émission de radio. Carole Delga, bonsoir. En fait, elle est bien parce que depuis tout à l'heure, t'as dit que des très connus. Celle-là, c'est toi que tu l'as inventée. Vous connaissez sur la chaise? Oui, elle est longue. Elle est très longue. On arrive presque au terme de cette émission de rattrapage. Avec last but not least, le dernier mauvais prétexte pour ressortir une idole de l'enfance de ma génération du formol, ou plutôt pas du formol, la vodka Jet 27. Dorothée, The One and Only, a été castée pour faire la voix française de Erazor, le maximal, alors ça veut dire transformeur animal, le maximal oiseau, oiseau cuit. Bref, il vient de le mimer avec les mains. Voilà un pas bon du tout radiophonie. Voilà un bon prétexte pour retourner se fader un épisode supplémentaire de cette saga poussive, hideuse et arriérée. À la fin,
quoi vous tenez sera englouti. Il y a peut-être un autre moyen de sauver notre monde. Vous n'avez jamais rien affronté de ce genre. Qu'ils viennent. Transformers Rise of the Beast de qui on s'en fout, Steven Caple Jr. Il a fait quand même Creed 2. Ouais, c'est le nouvel épisode des machines anthropomorphiques. Ah, c'est le mot de la semaine. Et ça, je l'ai pour le coup. Moi aussi, de la je l'ai. semaine, tout le monde l'a. C'est peut-être un peu trop facile. Oui, mais bon. Anthropomorphique, ce sont que quand on voit quelque chose qu'on adapte à l'homme, qui ressemble à l'homme, qui a un air humain alors qu'il n'en a pas initialement, par exemple. Quand on regarde des phares de voiture et qu'on se dit ah tiens, ça fait des yeux, c'est de l'anthropomorphisme. Quand on voit Éric Zemmour et on se dit c'est un être humain, c'est anthropomorphique puisque tout le monde sait bien que c'est un reptilien. Alors, qui a vu cette excellente... En fait, vous n'avez pas compris qu'autour de cette table, il y a 2 amateurs de films pas ouf. Ouais, c'est Simon et moi. Parce que défendre Fast and Furious et Transformers mais Fast and Furious, c'est vraiment chier cool. sur Rainfield, franchement, vous désolidarisez vous-même du mouvement. Hein. Je tiens à dire que déjà tu as bien préparé ton conducteur parce que tu penses qu'on va le défendre, mais c'est intéressant et ça souligne dans ton professionnalisme que alors Dorothée elle est comment ? Est-ce qu'elle chante les petits Ewoks ? Vraie question, tu l'as vu en VF ou pas ? Ah bah oui, il fallait que je trouve une forme de motivation. Et alors du coup ça donnait une DME ou pas ? Eh bah écoute, Comme franchement j'avais l'impression d'entendre chanter une cirrhose quoi. Et non c'est Mais c'est Chantal Goya qui est si rose pourtant d'habitude. C'est Marie. Non, bon, Ouh là là là. Allez, on y va, on avance. Alors, mais que dire ? En fait, c'est un film. En fait, franchement, je pense que c'est un complot de gens qui ont voulu réaliser un long métrage pour prouver que même dans ses pires Transformers, Michael Bay avait du talent. C'est-à-dire que, soyons honnêtes, la mythologie de Transformers, moi je veux bien croire qu'il y a des gens qui ont grandi avec, c'est de la merde. C'est un univers qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun intérêt, qui est bête, moche, laid, simpliste. Et puis qui fait comme les maîtres de l'univers, qui est un dessin animé qui n'a été créé que pour vendre des jouets. Exactement. Il y a pas de comme Jace par exemple. Putain, mais il y a une scène post-générique qu'on va pas spoiler, mais elle est. Pourtant Jace c'était plutôt un bon dessin animé des années 80. Et donc voilà, il y a pas de valeur originelle à la saga Transformers. Je veux dire, c'est du plastique, c'est des hydrocarbures, ça va tous nous tuer. Et puis surtout, c'est hideux. Mais attends, mais T'as vu le film, laisse-moi parler. Non, mais j'ai vu alors, j'avais pas vu Fast and Furious, mais j'ai vu les vieux Transformers. Et justement, et ce qui est intéressant, c'est que ce film qui est mis en scène sans aucune idée, qui essaye de temps en temps vaguement de copier Bay, mais qui en fait une version poussiéreuse, molle, sans cette espèce d'énergie chaotique, kinétique, ce goût du chaos qui est propre à Bay, et surtout sans sa maîtrise technique, parce que c'est quand même ça, une des cartes, quand même une des signatures de Michael Bay. C'est un type dont on dit qu'il fait du cinéma numérique, mais qui en fait mélange avec une finesse absolument remarquable, une ambition démesurée, les trucages pratiques, physiques, les explosions, la destruction de décors et des trucages numériques. Bref, quand on enlève Michael Bay, on a effectivement des jouets en plastique dans une bouillie numérique terriblement grisâtre, c'est infiniment laid, et dites-vous que je me moquais un peu de Dorothée qui fut une des idoles de mon enfance, mais voilà, on en est bonjour. Je pense que ce qu'il y a de plus humain, talentueux, riche et profond dans le film, c'est Mr. V. Je suis d'accord. C'est pardon, excuse-moi. C'est Mr. V, double un des personnages. Ouais. Et Mirage. Mr. V est un... Nico, sérieux ? Ça, je le dis pour Nicolas et pour les gens qui ont son âge, c'est-à-dire 202 ans. Rappeur et humoriste qui est apparu sur YouTube et Instagram. Un youtubeur / humoriste / rappeur de grand talent. Oui, des premiers de la clique. Et c'est un des tout premiers youtubeurs à avoir percé, ouais. Non mais absolument. Et d'ailleurs, on l'a vu. Cyprien, c'est l'anagramme de Cyprine. Ok. Mais c'est un des mecs les plus drôles d'internet, c'est Nico, sérieux ? Non, vraiment, je savais pas qui c'était. Non, si, mais et puis tu as tout à fait raison. Est-ce que vous connaissez Michel Drucker ? Oui. Non, mais il voulait dire personnellement. Lui, il fait du vélo avec, si tu veux. Moi, c'est mon frère cadet. Non, mais en fait, tout simplement, et pour en finir là, oui, moi, c'était pas pour taper sur Mr. V, effectivement, qui est un mec qui est le plus doué des hommes sandwich de sa génération, d'assez loin. Et vraiment, et tout simplement, d'ailleurs, on l'avait vu chez Bakri Jaoui, il était très très bon. Ouais. Bref, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que quand je vais voir un Transformers avec Mr. V dedans,
j'attends pas grand chose en matière de cinéma. Bah, le seul truc qui pulse un peu, qui vit, c'est Mr. V qui fait coucou les gars, c'est moi, je suis dans la Transformers. Et le seul truc qui vit, c'est Mr. V. C'est super. Ça rien à voir avec Mr. V. C'est donc t'as pris vraiment, t'as gagné du niveau depuis Cannes, je trouve, en termes d'humour. Oh alors moi je vais te parler de chaises pliantes et de chaises longues, ça va bien se passer. Bref, que dire ? Non mais vraiment, le film semble avoir été conçu pour montrer que Michael Bay est un type qui est quand même assez passionnant, extrêmement doué, y compris dans ses films les plus faibles, parce que le Transformers 4, il renardait du fondement quand même. Le 5 ? Non, pardon, le 5, oui. Le 5, le pire. Oui, le 5, c'était très compliqué. Et mine de rien, il y avait des trouvailles, des idées et littéralement des images complètement folles, gargantuesques, démesurées, que le film est incapable ne serait-ce que d'émuler. Là, c'est médiocre. Je veux dire, c'est un film de merde sur des jouets pourris, quoi. Alors moi je vais dire, avant de te laisser parler Arthur, moi il y a un truc vraiment qui est une déception, parce que Transformers, ça fait partie des dessins animés de mon enfance, et il y avait quand même un truc, puisque j'avais des jouets, et c'était très très jouissif de transformer un camion en robot, une voiture en robot, etc. Et moi un des trucs que je trouve, qui m'échappe en fait dans la DA du film depuis le début, c'est qu'en fait, à aucun moment il y a une logique dans la transformation du véhicule en robot. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent se transformer en n'importe quoi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc d'assemblage où ça ressemble... Oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est justifié par le fait que ce sont des extraterrestres, en fait. Mais en fait, parce en que vrai, c'était le seul truc un peu jouissif. Alors ça, c'est parce que t'as un contrôle fric. Ça, c'est parce que t'as un contrôle fric et que tu te dis « Ah, je ne vois pas d'où vient cette portière qui apparaît !» Non, mais en fait, pourquoi ils se transforment en camion rouge alors qu'ils pourraient se transformer en avion, qu'ils pourraient se transformer en pistolet? Parce que c'est rigolo, les camions rouges. Non mais vous voyez, il y a plus de logique dans la transformation et je trouve ça nul. Bref, en fait, on comprend à la fin de Bumblebee qu'en fait ils peuvent choisir sur quoi ils se transforment. Ce qui n'a aucun sens parce que du coup, au début de Bumblebee, ça se passe avant qu'ils arrivent sur Terre et du coup ils sont déjà en forme de voiture humaine. Mais même la décomposition de la transformation n'est pas fun. Ah ça, je suis pas tout à fait d'accord. Non, ça, je suis pas d'accord. C'est un des rares trucs où, en fait, j'ai plein de trucs à dire sur le film étrangement. Premièrement. Et ensuite on parlera des maîtres de l'univers parce que j'adore Evelyn qui était la méchante, qui s'appelait Evelyn en anglais, mais ils l'ont appelée Evelyn. Et je trouve que Evelyn... Bon bref, pardon, vas-y, je t'en prie. Plusieurs choses à dire. La première, c'est que j'ai fait une Arthur Sios. Tu sais quoi, je vais parler de moi à la troisième personne. J'ai fait une Arthur Sios. Et je n'avais vu aucun Transformers avant celui-là. J'ai fait... je ne peux pas arriver d'un point de vue... Mais t'avais vu des films avant le podcast. Je veux dire... Non mais Dark Side of the Moon, t'as vu ça? Cette catastrophe. Le 3, il est trop bien le 3. C'est objectivement des meilleurs le 3. Oh la catastrophe. Moi c'est avec les mecs qui font du best jump dans la ville, l'immeuble qui s'écroule, le ver géant. Le pire c'est le 5 et le 2 en vrai. Mais alors du coup, ce qui est intéressant c'est que moi je regarde ça et il y a des trucs qui me sautent aux yeux. Premièrement, c'est des films qui ont vieilli sur le fond mais pas sur la forme. C'est-à-dire que effectivement le male gaze autour de Megan Fox est c'est odieux, mais c'était sauf que c'était déjà odieux à l'époque. Oui, c'était déjà critiqué à l'époque. Odieux à l'époque. Aucun souci. Par contre, il y a un truc qui est fou, c'est que les 3 premiers films sont tournés en 35 mm et ça se voit. Il y a un grain. Et malgré tout, l'intégration des effets spéciaux sont incroyables. Mais vraiment, l'intégration j'ai même envie est folle. J'ai même envie de te dire, l'intégration des effets spéciaux est bonne. Précisément parce que usage de la pellicule. Ah ouais ? Bah oui, en fait, tu peux faire le test avec à peu près n'importe quel film sorti dans les années 80 ou 90, c'est-à-dire à l'époque où les incrustations, déjà, pour la plupart, sont pas numériques, c'est des incrustations de transparence. Tu regardes le film en copie 35 au cinéma, t'y vois que du feu. Tu regardes le film chez toi en Blu-ray 4K, c'est dur. Okay. Il y a la scène d'ouverture de E.T., le tout dernier plan, c'est une incrustation de silhouette devant la ville. En 35 mm, c'est imparable. En Blu-ray, c'est hideux, parce que le numérique, comme c'est beaucoup plus défini, beaucoup plus net, en fait, du coup, la différence de texture entre l'avant-plan et l'arrière-plan, tu le vois tout de suite. Mais Michael Bay utilisait le 35 pour ça. Oui, mais tu vois, c'est hyper vrai. C'est hyper l'incrustation numérique. C'est hyper vrai dans Ghoulies 2. Ah ouais ? Dans quoi ? Ghoulies 2 ? Vous avez jamais vu Ghoulies ? Non, laisse. Chut, leur dis pas. Ouais. Allez-y, continuez. Non, mais du coup, toilettes. Par pure honnêteté intellectuelle, je les ai vus sur Netflix, sur ma télé, tu vois. Et il y a un constat qui est dingue, c'est que dès que il y a des effets spéciaux qui intègrent les humains, genre Shia LaBeouf qui est transporté autour c'est horrible. Mais par contre, le reste du film, on est en 2006, on est en 2009 sur les 2 premiers, les effets spéciaux sont plus beaux que sur les derniers Marvel. En dehors des gardiens, les derniers Marvel de toute façon. Oui, mais c'est fou de se dire qu'il y a 15 ans. Repensons à l'œil de Doctor Strange à la fin du Doctor Strange 2. Mais du coup, c'est ça que je dis, c'est que c'est fou de se dire qu'il y a 15 ans. On a l'impression d'être dans les Teletubbies avec le bébé dans le soleil, quoi. C'est ça qui est fou, c'est de se dire qu'il y a 15 ans, vous avez des spéciaux qui ont bien vieilli. Et puis d'un seul coup, va lâcher le 35 mm. Il y a 15 ans, j'avais le même âge. Et depuis, les effets spéciaux sont quand même un peu moins solides. Il y a un truc quand même malgré tout à dire sur le film, parce que si on parle un petit peu du fond,
moi j'étais assez surpris de Bumblebee. Parce que je pensais voir une énorme bouse. En fait, c'est un divertissement plutôt sympathique, voire même c'est pas dégueulasse. Un des meilleurs de la franchise. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même pas une très bonne franchise. Par contre, il se passe un truc ici qui est très particulier. Déjà, premièrement, c'est l'un des films qui crache le plus sur la tentative de mythologie qu'a voulu construire Michael Bay, mais genre là, level hardcore. On t'explique qu'en fait, les Transformers, ils sont arrivés sur Terre il y a des centaines de milliers d'années, mais ils ont toujours été discrets. Là, ils ont fait un incident diplomatique qui concerne l'intégralité du continent américain, mais c'est pas grave. Non, mais attends, Michael Bay, c'est toujours auto-sabordé de film en film. Hein. Ouais, mais dans là, le premier film, ils arrivent. Dans le deuxième film, t'apprends qu'ils étaient là il y a 3000 ans. Dans le quatrième film, finalement, c'était les dinosaures. Après, c'est le roi Arthur. Enfin, je veux dire, la mythologie Transformers. C'est exceptionnel. La mythologie Transformers, c'est un enfant de 14 ans bourré, mais alors bourré à la vinasque et ça te fait croire qu'il a pas bu, quoi. C'est vraiment bourré au Quaalude. J'ai plusieurs problèmes. Donc j'ai celui-là. Le deuxième problème que j'ai, c'est que il essaye de faire un peu du pied aux deux premiers en reprenant des éléments un peu type Indiana Jones que faisait le 2 et en reprenant la volonté d'introduire des personnages. Il y arrive jamais vraiment bien. Ouais. Troisième gros grief que j'ai, c'est que Michael Bay, malgré tout, je sens que c'est un cinéaste qui déplace sa caméra en sachant pertinemment, même s'il n'écrit aucun des scénarios, il faut le dire, il sait pertinemment où va se situer l'action et comment elle va se situer. Là, j'ai l'impression qu'on filme de manière un peu aléatoire en disant j'ai fait un truc avec ma cam et on va voir si ça va pouvoir passer. Et en fait, il y a vraiment cette notion de l'espace et qui passe notamment, je trouve, par une séquence finale dans celui-ci qui est vraiment dommage parce que l'un des points forts des Transformers, c'est que ça a toujours essayé de filmer en décor réel. Là, on se retrouve sur une espèce de terre-plein à la Avengers Endgame et du coup, c'est sur un espace tellement neutre que t'as l'impression qu'ils ont juste tout fait en VFX. Et c'est dommage parce que c'était un des gros points forts de Transformers. Et puis, si je dois être tout à fait honnête avec vous, je l'ai vu en projection presse. Or, la Paramount a eu l'excellente idée, je ne sais pas pourquoi, de ne faire que 2 projections, une en VF et une en VO. Or, j'ai interviewé Mr. V, donc j'avais besoin de le voir en VF. Sauf que la projo qu'ils ont fait en VF, c'est gros salaud, c'était en 4DX, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Pauvre. Or, pareil, désolé, c'est très parisiano-centré, je suis désolé si vous connaissez pas la ville, mais le cinéma où on montre les films en 4DX sont au Pâté Beaugrenelle, en face de la maison de la radio, donc vraiment à l'extrême ouest, au sud-ouest de la ville. Moi, j'habite au nord-est. J'ai dû me taper lundi matin 50 minutes à vélo, à traverser 10 km de Paris dans les bouchons, les pavés, les machins, alors que j'avais une migraine de salaud depuis 2 jours. J'arrive, déshydraté, épuisé, migraineux, après m'être fait 50 minutes de vélo sous un cagnard hardcore, pour me faire frapper par un siège de cinéma. Mais c'est quoi cette technologie de merde? C'est horrible. Et du coup, en vrai, c'est un vrai truc de me dire... J'essayais pas de m'accrocher au scénario plus que ça parce qu'en fait on comprend très vite les problématiques. On t'amène un MacMuffin, on t'amène un truc. Un MacMuffin. Oui, j'ai dit un MacMuffin. Je me suis rendu compte que je suis déformé par McDonald's. Je pense qu'il avait commandé un egg McMuffin en fait en rentrant. Et tu vois, on t'insère un truc qui n'a aucun... Enfin, on t'explique jamais pourquoi la clé, elle ouvre un portail. Enfin, on t'explique jamais pourquoi... Enfin, ça n'a aucun sens. Tu t'en fous de l'histoire. Et pourtant, les baffes que me donnait le siège ont réussi à me déconcentrer de l'histoire. Et c'est même pire que ça. J'ai envoyé un vocal à la discussion WhatsApp. Je dois être tout à fait honnête avec vous. J'étais un peu fatigué parce que à cause de ma migraine. Et j'ai voulu m'endormir. Par un certain moment, en vrai, on va pas se mentir, il y a des moments où on peut somnoler 5-10 minutes devant un film. Je suis désolé, ça m'arrive. C'était une séance Guantanamo. À chaque fois que je commençais à m'endormir, je me prenais un coup de jet dans le visage qui me réveillait. Mais vraiment. J'adore le concept de séance Guantanamo. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Ils m'empêchaient de dormir, ces salopards. Et donc c'était une séquence torture. Et si je dois reconnaître un truc, par contre, je suis d'accord avec Simon. Moi, le truc que je trouve, c'est vraiment Mr. V. Mr. V qui fait vraiment un travail assez intéressant, plus que alors qu'il se fait moquer sur Internet de manière un peu gratos. Mais ouais, la 4DX par contre je comprends pas. Il faut dire un mot sur 4DX. 4DX c'est pas du cinéma, c'est du roller coaster. Mais c'est Star Tour en fait. C'est Star Tour, c'est atroce. Moi j'ai fait un seul film comme ça au Pâté Beaugrenelle. C'était Ghostbusters Legacy. Le film était vraiment donc épouvantable. Mais la séance, enfin tout est épouvantable. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est comme, enfin bon, c'est juste pour évidemment pour vendre des tickets plus chers, mais très cher. Mais est-ce que cela fonctionne? Je veux dire, oui. Ça marche très bien. Là pour le coup, il y a des moments où t'as la voiture qui se fait taper par derrière par une voiture de police et tu te prends un coup dans le dos. Mais ce qui est atroce, bien sûr, mais t'as le pchit sur le ventre. Le problème, c'est quand il pleut, t'es mouillé. Et moi, j'ai vu Tomb Raider là-bas. Elle passe 10 minutes sous la flotte. 10 minutes. Le truc, c'est ce qui est très curieux, c'est que il y a l'écran et ensuite il y a le reste de l'écran qui est projeté sur les côtés qui ne sont pas des écrans. Oui. Donc t'as la moitié de la scène. Alors moi j'ai une théorie, c'est une tentative secrète du gouvernement pour recenser les épileptiques.
Ouais, je pense que quand les séances se terminent, tu vois, les mecs sont là avec des espèces d'énormes sauts et ils font ah ouais quand même. Par contre, n'ayant jamais fait aucune séance en 4DX, ne le fais pas, tu vas jamais. Tu vas détester ça, Alexis. Non mais déjà, c'est pas du cinéma. Il y a pas très longtemps, j'ai fait pour la première fois Space Mountain et je suis sorti sur les rotules du truc. Je déteste ça. Ah ouais. On a raté la foire du trône, Simon. Mais en fait, c'est avril-mai ou c'est mai-juin la foire du trône? C'est avril-mai. C'est avril-mai, c'est fini. Ah bon? On avait dit qu'on irait faire la foire du trône. Moi j'avais envie, oui. Vous nous ferez un épisode un jour. Non mais le fait est que je n'ai jamais fait de séance en 4DX, donc je peux pas décrire mon ressenti. Juste, je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas parisiens, si un jour vous êtes de passage sur Paris, allez au Pathé Beaugrenelle, non pas pour faire une séance 4DX, parce que je pense que ça ne sert à rien, sauf si vous aimez les roller coasters, là vous allez vous amuser. Mais même pas, c'est pas drôle. Mais allez voir des films en Dolby Cinéma. Ah ça par contre, ouais. De préférence en Dolby Cinéma 3D si le film est compatible avec la 3D. Ça coûte cher, ça coûte 25 € le ticket, c'est vraiment un investissement, mais croyez-moi que vous n'êtes pas prêt ou pas prête pour la tarte que vous allez vous ramasser. C'est les meilleures projections que j'ai jamais faites. Ouais, c'est ce que je veux dire, on a fait quelques projets là-bas. La salle Dolby Cinéma du Beaugrenelle est extraordinaire. Moi j'allais là-bas parce que West Side c'était à Story. Radio France, j'étais en face et j'allais là-bas. West Side Story, c'était fou. On a fait West Side Story, on a fait Avatar 2, on en a fait quelques-unes vraiment exceptionnelles là-bas. C'est vraiment dommage d'avoir vu Avatar 2 de gâcher une salle comme ça pour un film aussi mauvais. Mais bref, et vous, est-ce que Transformers, c'est le Rise of the Beast, c'est de Dorothée? Non. C'est pas Dorothée. Qui est-ce qui réalise? Mais alors, tu sais, ça c'est intéressant. De Jackie. Non, Corbier. Non. Tu sais ce qui est intéressant, c'est que le vrai gap générationnel, c'est que moi j'ai pas grandi avec Dorothée. Pardon. Moi je connais pas Dorothée. Oui. Et donc je savais qu'elle jouait l'aigle. Pardon. Non mais je connais pas Dorothée. Je suis né en 93. Et je suis né après Victor Hugo. Je sais qui c'est. Non mais d'accord, mais je veux dire, j'ai jamais vu d'émission avec Dorothée. J'ai jamais vu d'émission avec Victor Hugo. Moi, j'en vois le film, je ne reconnais pas sa voix. Dorothée, c'est facile. C'est la voix qui parle comme ça. Mais et ben, je trouve que l'aigle de Transformers, il a pas cette voix-là dans le film. Bon, bref. Transformers, c'est un film de Steven Caple Jr. Est-ce que vous êtes plutôt Transformers ou Decepti gros con? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Croyez-le ou non, c'est fini. Enfin, c'est fini pour aujourd'hui. Parce que ça reprend mardi au rythme normal, mais ce qui est moins normal, c'est que l'épisode de mardi sera enregistré demain, puisque nous sommes aujourd'hui mercredi, et demain, c'est la veille de la diffusion, puisque demain, c'est jeudi, et le jeudi, ce sera en public de la dernière séance de l'année de Hurlequin, qui est, comme vous le savez certainement, mon ciné-club de films d'horreur au cinéma L'Arlequin, qui lui reprendra à la rentrée en septembre. Mais donc, mardi, ce sera un épisode patrimoine spécial enregistré jeudi, la veille de la diffusion vendredi, sur un film mystère. Enfin, je peux le dire, puisque vu que ce sera diffusé vendredi, en fait, je pourrais vous spoiler le film, puisqu'en fait, plus personne n'aura rien à foutre, puisque ce sera diffusé vendredi. Oui, voilà. Donc, le film, c'est... non, je vais pas vous le dire. On part sur une station balnéaire, un tantinet parasité. Tu ne vas pas leur dire, parce que la billetterie les a spoilés, ils sont tous au courant. Tout le monde est au courant, ça a été une catastrophe. Bref, vous le savez, le cinéma c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là. À la semaine prochaine, bye les amis, et gloire au rattrapage. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci!